Eh bien, bonsoir les amis, on se retrouve pour cette deuxième heure avec quelques petites surprises. Comme vous le savez, la deuxième heure, c'est beaucoup plus ouvert. C'est une heure qui compte double, puisque parfois on dit une heure et puis on fait 2 heures, puisqu'on est très bavard. Et c'est un peu l'avantage sur les réseaux sociaux, quand ils ne sont pas fermés, parce que ça peut arriver aussi, on peut avoir quelques mésaventures, parce que les plateformes, on ne sait pas trop à qui on a affaire, parce que on m'a parlé d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Algorithme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça sonne un peu espagnol. Donc, blague à part, vous avez vu un petit peu les petites mésaventures qui nous sont arrivées, qui me sont arrivées en l'occurrence. Je voulais vous dire que je vais bien, que tout va bien, que je vais un petit peu me reposer, parce que ça fait du bien de se reposer, que j'ai écrit ce soir au patron de Twitter France. J'ai eu son numéro de téléphone, j'ai envoyé un petit SMS pour avoir pour échanger avec lui, pour savoir ce qui s'est passé. Il a répondu sur la suspension. Il n'a pas encore répondu, mais c'est quelqu'un de très occupé, j'imagine. Et donc j'attends qu'il me réponde pour qu'on sache exactement quel crime, quel délit aurais-je commis et qu'on ait au moins les règles qui soient édictées une bonne fois pour toutes par des personnes humaines et pas par des machines, parce que c'est quand même toujours mieux. Donc ce soir, avec Étienne, nous avons Juan Branco. Juan Branco qui fait une tournée en France, qui nous parlera un petit peu de son livre, qui est un énorme succès, Crépuscule. Bonsoir Juan. Et Maxime Nicole, qui finalement est libre. Il est libre Max. Il est sorti libre de son interrogatoire. Il n'a pas été mis en garde à vue. Et peut-être, Maxime, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on vous a demandé, pourquoi vous avez été convoqué tout à l'heure par la police. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Étienne. Salut Max. Merci de m'inviter ce soir. Aujourd'hui j'ai été convoqué. Alors j'ai reçu la convocation hier matin directement à mon domicile par les services de la gendarmerie de ma ville, me demandant de venir. Alors le terme exact je l'avais énoncé directement sur un Facebook Live hier, mais en fait le terme exact je l'ai gardé, comme ça je vais pouvoir le donner, qui a changé d'ailleurs quand je suis arrivé. Provocation à la commission de violence suivie des faits. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. Provocation. Ouais. N'est pas avocat qui veut. Donc arrivé sur place, un beau spectacle, armes semi-automatiques à l'entrée, portail électronique, faut vider les poches comme dans un aéroport. Ensuite on passe plusieurs sas de protection, on monte un étage, on arrive dans des bureaux, tout le monde nous regarde. Donc je pense que ça, c'est censé donner une atmosphère un peu tendue pour intimider un peu. Et arrivé dans le bureau, donc on m'a énoncé mes droits. Donc mon avocat a pris la parole pour demander ce qui m'était reproché. Et finalement, en fait, au moment de demander ce qui m'était reproché, on m'a notifié que c'était plus dans l'idée de passer en garde à vue, mais que c'était une audition libre au final. D'accord. Est-ce que c'est dû au fait qu'on ait annoncé ça sur les réseaux la veille et qu'il y ait eu des réactions par rapport à ça? Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'au final, ça a été une audition libre. Donc moi, j'ai, en suivant les conseils de mon avocat, gardé le silence sur la quasi-totalité des questions qui auraient dû m'être posées. Par contre, j'ai fait une déclaration, puisque j'ai le droit de faire une déclaration en début d'audition. La déclaration était la suivante. Depuis le début de ce mouvement social, je n'ai jamais incité, demandé de casser quoi que ce soit des biens, ou de s'en prendre à des personnes, ni de dégrader quoi que ce soit. Oui, parce que Juan Branco, les peines sont quand même assez conséquentes quand on a cette qualification. Surtout, en fait, là, ils utilisent le droit de la presse. C'est assez intéressant. C'est la loi de 1881 qui est celle que vous connaissez bien dans cette maison, j'imagine, parce que tous les procès en diffamation... Pauvre loi. sont elle est très bien, s'appuient sur cette loi. Elle est très bien, mais bon, elle n'est pas tellement respectée. Et là, en fait, il voulait utiliser en particulier l'article 23 qui vous rend complice de la commission d'actes de violence ou de crimes ou de délits, pour peu que vous ayez provoqué, tenté, appelé à la commission de ces actes de façon à provoquer leur commission. Et donc là, en gros, ils essayaient de rendre Maxime co-auteur des actes de dégradation qui ont été commis, notamment pendant l'acte 18, de façon assez grossière, parce que quand on regarde les lives de Maxime, il a systématiquement condamné toute forme de violence, qu'elle vienne du gouvernement ou d'une partie des manifestants.
Et on voit bien en fait qu'il n'y a rien dans le dossier, au point où la personne à qui l'on faisait face s'est montrée relativement déçue du fait que l'on ne réponde pas aux questions, parce qu'évidemment il comptait sur une tentative Il l'a même dit, hein. Il l'a même d'auto-incrimination. dit, il l'a dit textuellement, moi, je suis déçu, je pensais que vous répondriez aux questions. Et évidemment, si on l'a fait, si Maxime s'est présenté, c'est pour montrer qu'il respecte les institutions et que justement, je pense, le sens de son engagement au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'invoquer le respect des institutions, mais des valeurs fondamentales de notre pays qui, selon les Gilets jaunes, ne sont pas respectées par nos gouvernants aujourd'hui. Et évidemment, ça trouble, à mon avis, les fonctionnaires qui ont à gérer ce genre d'affaires, parce que je pense qu'ils sont fondamentalement d'accord avec les idées portées par ce mouvement, et ils voient bien qu'ils sont complètement instrumentalisés par le gouvernement pour essayer de déstabiliser le mouvement. Et c'est là où on est dans une phase quand même très particulière de notre histoire, dans laquelle un pouvoir politique décide de ne pas répondre à des demandes d'une masse sociale qui est majoritaire dans la population, qui a des demandes extrêmement basiques de justice fiscale, économique, institutionnelle, de réforme institutionnelle vraiment basique. Hein. C'est pas un référendum d'initiative citoyenne, c'est pas non plus passer à d'une démocratie à une dictature ou l'inverse. C'est un approfondissement démocratique majeur, mais je veux dire en termes d'efforts à faire pour un pouvoir, au contraire, ça semble assez naturel en fait. C'est des demandes qui sont assez naturelles, assez consensuelles, c'est ça que je veux dire. Et on se retrouve dans une situation où le gouvernement, plutôt que d'entamer une discussion, une négociation avec cette force sociale qui a émergé, décide d'envoyer les forces de l'ordre pour réprimer le mouvement. Alors du coup, évidemment, ça produit de la violence. Et évidemment, ça produit de la violence de tous les côtés. Parce que les forces de l'ordre font tampon au lieu pour éviter au gouvernement d'être confronté directement à ces populations et éventuellement de se voir démettre s'il continuait à ne pas répondre. D'autant qu'on peut dire que sur cet acte 18, moi j'y étais, on en a parlé souvent tous les deux, tout le monde était au courant, hein, il y avait eu des remontées de feu les renseignements généraux, des GSI, etc. Et donc tout le monde savait qu'il y aurait 1500 Black Blocs qui allaient débouler, tout était ouvert aux quatre vents, et ensuite ils ont fermé en aval et en amont, et les gens ont été laissés bien tranquilles à tout casser. Donc après, tous les gilets jaunes qui étaient là, effectivement, et moi j'ai fait des lives en disant c'est pas possible, tout le monde a essayé d'expliquer un petit peu les choses, et c'est un peu trop facile comme ça de basculer et d'incriminer la totalité du mouvement, alors que c'est pas du tout le cas. Et que vous inspire, pour rester dans le sujet et l'élargir un petit peu, la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 3 de la loi anti-casseurs? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce qu'elle est suffisante, ou est-ce que c'est déjà un premier pas? Dès le moment qu'Emmanuel Macron avait saisi le Conseil constitutionnel, il ouvrait la porte à cette censure, c'est-à-dire qu'il envoyait un signal à l'institution en l'autorisant. Cette censure. Parce que on rappelle que c'est lui-même qui s'est engagé. Saisi avec les députés et sénateurs. Voilà. Donc vous voyez, en fait, il y a un jeu politicien qui est pas très intéressant, qui vise d'un côté à essayer de satisfaire l'aile droite de l'électorat macronien, en disant regardez à quel point on est dur, etc., tout en tentant de faire une sorte d'en même temps un peu dysfonctionnel sur l'électorat plus progressiste, en disant mais regardez, je reste quand même attentif aux libertés malgré tout, et donc créer en fait, avec un dispositif excessif comme celui qui a été censuré aujourd'hui, créer une sorte d'équilibre derrière qui finirait par satisfaire tout le monde. On voit bien que cette forme de politique politicienne qui est mise en place par le gouvernement est celle qui est massivement rejetée aujourd'hui par les Gilets jaunes, en fait, et qu'on ne supporte plus ces jeux sur lesquels on s'appuie, on instrumentalise des institutions qui sont censées avoir une certaine valeur comme le Conseil constitutionnel. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'a pas la valeur qu'il prétend avoir, hein, du fait des modes de nomination de ses membres. On l'a vu récemment avec Alain Juppé. Mais donc, tous ces jeux, en fait, qui visent à faire de la politique à travers des saisines, à travers l'instrumentalisation du droit, en fait, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'arrestation de Maxime Nicole, en fait. Enfin, l'arrestation, pardon, l'audition libre, parce qu'il n'a pas été arrêté finalement. Mais c'était une tentative d'utiliser le droit pour faire de la politique et du coup mettre les fonctionnaires, les représentants de l'État dans une position extrêmement difficile dans laquelle ils sont pris en otage d'un gouvernement qui flotte en fait et qui se rend pas du tout compte de la profondeur de la crise de légitimité à laquelle il est confronté. Étienne, ça vous inspire quoi alors, cette censure de l'article 3 par le Conseil constitutionnel sur la loi anti-casseurs, et déjà qu'est-ce que vous en pensez de cette loi Moi, le Conseil constitutionnel, il est très profondément illégitime dans sa composition. Et donc, je sais bien ce qu'on lui doit. Hein. Il n'a pas fait que des mauvaises choses depuis 58, mais c'est pas normal que les gardiens de la Constitution soient des professionnels de la politique, recyclés dans un conseil, même en changeant son nom et en l'appelant Conseil constitutionnel. Ça devrait être
peut-être l'Assemblée constituante qui reste mobilisée et qui devient Conseil constitutionnel, qui devient le surveillant du texte qu'elle a élaboré. Mais, et l'Assemblée constituante, pour moi, elle doit être populaire. Je n'accepte pas l'idée que la Constitution, le contrat social, soit écrit par les représentants. Et je prétends que, avant que existe la Constitution, il y a des humains qui cherchent à être représentés, qui n'ont pas encore de représentants, et qui se réunissent entre eux pour écrire une Constitution d'où vont sortir des représentants. Et donc les représentants ne peuvent pas être partis à l'écriture de la Constitution, ils en sont le résultat. Et ils doivent lui obéir à la Constitution. Les représentants devraient craindre la Constitution. Ça devrait être aux représentés d'écrire la Constitution, d'écrire les règles de la représentation. La Constitution, ce sont les règles de la représentation. Ce sont les règles qui disent comment nous sommes représentés et comment nous gardons la main sur nos représentants. Et ce texte-là ne devrait pas être écrit par les représentants, devrait être écrit par les représentés. Donc, du même coup, comme ce texte, comme toutes les constitutions du monde, a été écrit par les représentants, comme partout sur Terre, le peuple français est à l'écart. Voilà, quand je me cherche là-dedans, je me trouve pas. Je ne suis nulle part. Je n'ai aucun moyen de résister à Macron quand il détruit la sécurité sociale, quand il détruit le droit du travail, quand il vend les biens publics à ses copains, quand il renvoie l'ascenseur, comme on voit magnifiquement dans ce bouquin comment a fonctionné l'ascenseur. Si je n'ai aucun moyen de résister à ça, c'est parce que les représentés étaient absents du processus constituant. Donc le Conseil constitutionnel, moi c'est beaucoup plus généralement que je le conteste, quoi, hein. Je conteste son existence même parce que sa composition me paraît contraire à l'intérêt général, quoi, hein. Ils sont incapables de défendre l'intérêt général. Ces gens-là défendent leur caste, leur père, les gens qui leur ressemblent. Et ils détruisent énormément de choses. Ouais. Ils détruisent nos institutions, ceux pour lesquels, en ce moment, on dit que le mouvement des Gilets jaunes est anticonstitutionnel, veut détruire. On est des factieux, des séditieux. Moi, quand je vois le nombre de personnes qui se suicident par an, tout métier confondu, parce qu'ils sont au bout du rouleau, pour moi, ça c'est de la violence psychologique. On détruit la vie des gens. Sociale, c'est une violence sociale énorme quand on vient en mettre fin à sa vie parce qu'on ne peut pas remplir un frigo ou on ne peut pas nourrir ses gosses. C'est à vivre, c'est ignoble. Et je voudrais revenir sur un truc tout à l'heure. Le gouvernement avait la possibilité de discuter au tout début, au mois de décembre, avec 8 personnes. On était complètement illégitime. On n'avait pas été choisis. On avait pris la décision avec les personnes qui ont permis à ce mouvement, on va dire, d'émerger. On avait dit, puisqu'on voyait des tentatives de récupération politique commencer à arriver, un samedi soir, on s'est dit, il faut qu'on mette des représentants temporaires de façon à ce que les politiques puissent pas récupérer ce mouvement et puissent pas l'accaparer. Donc on a décidé de mettre 8 personnes, sans l'accord de la globalité du mouvement, mais avec la seule condition de ne pas décider, de ne pas négocier. Donc on a eu contact avec Matignon, on devait aller sur place, et les seules conditions, c'était de ne pas négocier quoi que ce soit et d'être retransmis en direct. Chose qui a été refusée par Matignon. Donc j'ai pareil les échanges de messages avec Anne-Claire. C'était très important parce que, en fait, on ne voulait pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir dit quelque chose dans un bureau fermé sans avoir la possibilité d'apporter une preuve ou de se dédouaner en disant non, nous on n'a pas négocié, c'était pas le but. Le but, ça aurait été d'aller dans un bureau en disant voilà, les gens veulent vivre dignement, veulent que les avantages des élus, leur retraite et leur rente soient fortement diminués, remise à niveau, fortement diminuée, et que un référendum d'initiative citoyenne, toute matière, sans limitation, soit mis en place de façon à ce que la population soit impliquée de façon réelle dans les lois, dans sa vie de tous les jours en fait. Et la diffusion en direct a été refusée par donc le cabinet du Premier ministre. Anne-Claire m'avait envoyé un message à l'époque, et donc j'ai refusé, et on a tous refusé d'y aller parce que c'était pas. Déjà, nous n'étions pas légitimes, donc on aurait été dans l'incapacité de dire aux gens ce qui s'était passé dans le bureau, et tout le monde aurait pu se faire sa propre opinion en disant bon, on les croit pas. Donc on a décidé de refuser. Et par la suite, il n'y a pas eu de proposition ou de rectification en disant bon, écoutez, si vous voulez vraiment un débat public, on peut essayer de s'arranger pour faire un débat public. Non, je pense que ce qu'ils ont eu peur, c'est de se heurter à des gens qui allaient être, on va dire, non maîtrisables dans ce qu'ils allaient dire. Donc les réponses auraient été brutes de pommes, ils n'auraient pas pu préparer tout l'argumentaire derrière pour essayer de démonter que c'était pas possible ou que c'était peut-être un peu trop ce qu'on visait, etc. Alors que finalement non, c'est non seulement pas trop, non seulement légitime,
Et je pense que quelque part, quand on est capable de faire des cadeaux fiscaux, quand on est capable de Énorme. donner des milliards à des actionnaires, quand on est capable de laisser 120 milliards en évasion fiscale partir dans la nature, et qu'on dit qu'on fait un cadeau aux gens de 10 à 15 milliards, tenez, prenez gentil Dieu, soyez heureux, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et puis il y a plein de choses qui me choquent depuis le début de ce mouvement. Première chose, la violence, elle est institutionnelle à la base. Elle vient des institutions. C'est elle qui, tous les jours dans la vie des gens, est violente. Elle est violente par la pression psychologique. Moi, je considère qu'une grand-mère qui a la boule au ventre quand elle ouvre sa boîte aux lettres, c'est violent. C'est quelque chose qui, tous les jours, c'est un stress permanent. Ça, c'est, par exemple, les élus l'ont pas. Parce que j'ai pas l'impression qu'un élu sache ce que c'est de galérer à finir son mois en remplissant son frigo. Je pense qu'aussi, comme j'ai entendu tout à l'heure, leurs enfants ont la possibilité de faire des bonnes écoles, d'être dans des systèmes d'éducation qui leur permettent de se cultiver facilement. C'est pas forcément le cas pour des personnes qui sont dans des zones d'éducation prioritaire ou dans des bâtiments HLM et qui, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir le même accès à tout ça. Et au final, on se dit quoi ? On arrive à 21 actes bientôt. Et en 21 actes, on est passé par toutes les cases possibles et inimaginables pour essayer de faire retourner l'opinion publique en disant mais vous voyez, mais c'est des factieux, c'est des séditieux, c'est des antisémites, c'est des casseurs, c'est des malades, ils s'habillent tous en noir, ils veulent tout brûler, tout casser, ils sont complètement antidémocratiques et ils veulent détruire les institutions. Or, c'est complètement faux. Et il suffit simplement d'aller dans une manifestation pour le voir. Alors moi, vous savez que c'est un cheval de bataille. J'essaie de marcher un peu tous les samedis. On me le reproche assez dans certains milieux, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'être avec les gens. C'est vrai que quand on marche, Juan Branco, dans les différents actes, on voit bien la réalité de ce mouvement transversal. On voit bien que il représente beaucoup de Français. Et d'ailleurs, quand on regarde, je cite toujours cet exemple parce que il est issu de l'Institut Montaigne, qui est un think tank plutôt, allez, on va dire libéral. Très libéral, oui. Ouais, très libéral. Qui est financé par le CAC 40. Voilà. Et d'ailleurs, dont je décris comment il a été instrumentalisé par un certain nombre de personnes, et notamment son plus haut dirigeant, Laurent Bigorne, pour être mis au service de la candidature de Macron. Mais ce qui est du coup tout à fait intéressant, c'est que ce think tank, dans l'étude qu'il fait, il dit à peu près ça, quoi. Il dit il y a 4 France, allez, globalement. Il y a la France sur le fil, il y a la France des assignés. Et ça, c'est vraiment la France des Gilets jaunes. Et on se rend compte que le poids des Gilets jaunes par catégorie d'âge parmi les actifs est plus important que ce poids dans l'ensemble de la société française. Ça veut dire en réalité que les Gilets jaunes, selon toutes les catégories d'âge, sont plus actifs que l'ensemble. C'est quand même incroyable, parce que ça, il faut le marteler, parce qu'on entend toujours, c'est des feignants, ils reprochent, c'est incroyable. Plus cru dans le système, c'est ceux qui se sont fait arnaquer par le système, c'est ceux qui faisaient la base du système représentatif. Un système représentatif, c'est quoi ? C'est vous confier votre pouvoir de décider à des personnes à qui vous donnez accès à un certain nombre de privilèges. Le fait d'avoir une meilleure éducation, d'avoir accès au cercle de pouvoir, des rémunérations qui sont garanties par la société, en échange de quoi ? En échange théoriquement du fait qu'ils défendent vos intérêts. Donc ce système représentatif a tenu pendant des années parce qu'il y a une croyance dans le fait que ces castes, au sens littéral du terme que l'on avait créé, servaient le bien commun. Et du coup, parce que l'ascenseur social marchait un peu mieux. Et que donc il y avait de la circulation relative, mais existante, jusqu'aux années 70 à peu près. Mais du coup, c'est le cœur de la population des Gilets jaunes, c'est ceux qui ont cru dans cette démocratie représentative et ils se sont sentis trompés et ont senti cette trahison et du coup ont réagi avec une violence extrême dans la rupture, pas dans les faits. Hein. Là, il faut pas confondre, parce que maintenant avec la violence, dès qu'on dit quelque chose, mais c'est-à-dire qu'un déracinement complet par rapport au système existant, qui était que à force de ne pas se sentir représentés par ceux-là même qu'ils avaient institués, ceux-là même qu'ils finançaient, ceux-là même à qui ils donnaient des privilèges, les représentants populaires de l'Assemblée nationale, mais aussi les technocrates, mais aussi les journalistes, à un moment, ils ont décidé de se déraciner et de reprendre eux-mêmes ce droit à la parole qu'ils avaient délégué. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous reprenez cette parole que vous aviez accepté de déléguer décennie après décennie ? Eh bien, au début, ça sonne différent. C'est-à-dire, tout d'un coup, on entend une autre voix que l'on avait appris à délégitimer au fil et à mesure du temps, parce qu'il n'y avait plus que des bourgeois qui avaient accès à la parole dans l'espace public. Donc au début, on s'est dit « Ah, c'est horrible dans cet espace-là de décision ». Et peu à peu, en fait, les Gilets jaunes ont réussi ce miracle qui a été d'imposer l'acceptation de 7 voix différentes
au sein de l'espace social. C'est pas encore complet. Il y a encore une résistance extrêmement forte, vous voyez bien, des tentatives de disqualification. Du coup, on ressort en fait les grands stigmates, les grands tabous de la société qu'on essaie d'appliquer aux Gilets jaunes. Ça va de la violence à l'antisémitisme en passant par toute une série d'autres dispositifs. Mais dans le fond, cette bascule extraordinaire qu'ont provoqué les Gilets jaunes, j'en suis convaincu, a sauvé la vie à des milliers de personnes qui tout d'un coup ont eu une respiration, mais psychique, quelque part, d'à nouveau se dire j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'intervenir dans ma société. C'est même plus concrètement le cas que ça, parce que des messages de personnes, on en reçoit des milliers par jour, des milliers sur les groupes. Hein. Alors moi, je parlerai du mien, mais moi j'ai reçu des messages, par exemple, d'une dame qui avait un enfant handicapé, qui pouvait pas s'occuper de son enfant handicapé correctement parce que les frais médicaux n'étaient pas 100% remboursés et ça lui coûtait une fortune. Et ben, quand ce mouvement a commencé, un jour, j'ai reçu un message d'une dame comme ça qui m'a dit « Si ça n'avait pas commencé, je me serais fait sauter la tête parce que mon assurance vie aurait permis à mon enfant de vivre correctement. » Étienne, vous qui inspirez aussi ce mouvement par le RIC, parce que c'est vrai que beaucoup de gilets jaunes, moi je suis assez frappé de voir que finalement le référendum d'initiative citoyenne, c'est une revendication qui est devenue prioritaire. Qui est devenue prioritaire, hein, puisqu'on peut dire aujourd'hui, allez, en gros, il y a au moins 70% des gilets jaunes, hein, toutes les études le confirment à peu près, et des Français, hein, je dis les gilets jaunes, mais je devrais dire, bon, il faut bien qualifier à un moment, parce que d'abord, les gilets jaunes, ça veut rien dire, ce sont des gilets jaunes, et justement, est-ce que il n'y a pas un peu cette dimension un peu charnelle, un peu affective, du fait que ce soit différentes personnes de différentes catégories, avec différents parcours politiques, qui ont envie de refaire nation, qui ont envie de fraterniser, qui ont envie de parler entre eux, se sont rendus compte finalement que ils n'étaient pas si différents et que les oppositions, elles étaient souvent politiciennes, arbitraires, alors qu'avec des gens qui finalement étaient... On a mis beaucoup de communautarisme, beaucoup de tarte à la crème comme ça, de différences politiciennes, syndicales, oui, politiciennes et syndicales, c'est le cas. On s'est fabriqué des clientèles et puis les gens se sont rendus compte qu'ils étaient quand même assez proches. Exactement. Voilà. C'est une dimension importante, ça, non, dans le mouvement. Oui, surtout que, en fait, ils se sont mis, ils sont sortis avec, dans les mots qu'ils utilisaient, une détestation de la représentation et de la politique. Ils disaient, nous, on n'est pas politique. Alors qu'en fait, ce qu'ils étaient en train de faire était fondamentalement politique au meilleur sens du terme. Ce qu'ils voulaient dire, c'est pas politicien. Et avec cette détestation de la représentation, qui à mon avis était salvatrice dans un premier temps, parce que c'est en détestant les représentants qu'on est prêt à devenir constituant, parce qu'on veut, nécessité fait loi, on va avoir besoin de représentants, parce qu'on est nombreux. Étant nombreux, nous allons avoir besoin de représentants. Mais si on vient dans le processus avec une peur des représentants, une rancœur contre les anciens représentants qu'on a déjà vécus, on vient avec, à mon avis, un mental très favorable pour instituer de meilleurs représentants. Et sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure, où tu disais, nous avions besoin de représentants, on en a désigné 8. Et coup de peau, ils avaient de la vertu. Et donc, quand ils sont arrivés en délégation pour représenter les autres, ils ont exigé à être filmés, à être contrôlés. Ils s'étaient pas encore séparés des représentés. Ça nous paraissait nécessaire, obligatoire. Ils étaient très proches des représentés. Et en demandant à être filmés, et puis les interlocuteurs ont refusé, ils ont poussé le bouchon jusqu'à repartir en disant, puisqu'on ne peut pas être filmé, puisqu'on ne peut pas être contrôlé par ceux que nous représentons, eh bien, nous ne les représentons pas. Ils ont donné un exemple remarquable. Et à Agen, dans un des ateliers constituants qu'on a fait à Agen, les Gilets jaunes ont écrit, ils ont institutionnalisé cette procédure-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas écrit que le RIC. Ils écrivent aussi les règles de la représentation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont exemplaires de ce point de vue. Les Gilets jaunes sont, à plein de titres, exemplaires. Notamment quand ils... d'abord donnent l'exemple dans la pratique des représentants qui font attention à ne pas devenir des maîtres, en disant mais moi je veux qu'on me surveille. Et ensuite, en instituant et en s'entraînant dans des ateliers et en écrivant, alors maladroitement dans les premiers mots, et puis en se corrigeant, en raturant, finalement, c'est pas si mal écrit, c'est bien écrit. Ils ont écrit le fait que quand on désigne des représentants, c'est partir sur les ronds-points, sur le péage, c'est par tirage au sort. Donc on met les noms dans les chapeaux. Alors ceux qui sont candidats peuvent mettre leur nom, ceux qui ne sont pas candidats peuvent mettre le nom de quelqu'un d'autre. Puis ensuite, tous les matins, on tire 3 noms. Ils décident du nombre de délégués qui vont tirer au sort tous les matins. Et puis leur mandat, ça va être non pas de tout décider à notre place comme font les élus aujourd'hui. En fait, ils sont en train de faire ce que nous devrions faire. Les Gilets jaunes, dans cette activité constituante, ils donnent l'exemple. Ils sont comme des avant-coureurs. Ils disent, donc ils vont pas écrire toutes les lois à notre place.
les 2 ou 3 qui nous représentent, ou les 5 ou 6, quand c'est des grands péages, ça peut être une vingtaine, qui nous représentent, ils vont préparer les lois ou les règles, des décisions à prendre, et ensuite ils reviennent sur le péage, ils nous les présentent et nous les votons. Donc ils nous aident à légiférer, mais c'est pas eux qui légifèrent, c'est nous qui votons les lois. Et puis ils ont décidé d'institutionnaliser le contrôle dont tu parlais, c'est-à-dire qu'ils ont dit aucun mandataire ne peut représenter le rond-point s'il n'est pas filmé en live Facebook. Alors, parce que Facebook joue un rôle de service public, là, en l'occurrence, il faudrait qu'on le remplace par un réseau social sous contrôle citoyen, mais on n'a que ça pour l'instant. Mais littéralement, ça sert d'outil de communication. Parce que ce serait bien d'ailleurs que ce genre de choses soit sous contrôle citoyen, parce qu'on voit d'ailleurs avec Twitter ou avec Facebook que la diffusion d'informations, c'est très très compliqué. C'est super fragile. Ça va être, mais ça va être très simple une fois qu'on aura mené, ce que j'espère être une révolution. Moi, c'est rigolo parce que j'ai la chance avec le livre là de faire des conférences quasiment tous les jours. Et surtout de voir beaucoup de gens qui viennent, plusieurs centaines de personnes à chaque fois, donc de pouvoir avoir cette chance de faire se rencontrer ces personnes et de pouvoir transmettre un message commun. J'appelle vraiment à une forme d'insurrection, à une révolution réelle. C'est vraiment un bouleversement institutionnel majeur, parce que je pense qu'on a un moment historique qui le permettra. Mais dès le moment que ça interviendra, il sera très facile d'imposer à Facebook un portage des données de tout participant à Facebook, qui forcerait en fait à nous autoriser à basculer les données que Facebook a cumulées sur une nouvelle plateforme qui serait créée à l'échelle nationale en France, qui serait ouverte évidemment libre de droit, etc., qui nous permettrait de sortir de l'emprise de Facebook, qui a un défaut, un tout petit défaut, mais qui en fait change tout évidemment, c'est que Facebook est une entreprise privée qui n'a donc dès lors qu'un seul objectif, le profit, et qui du coup subordonne tout autre élément à la question du profit. Alors on a la chance extraordinaire qu'on est à 10 000 km de San Francisco et que donc Facebook n'a pas grand-chose à faire d'Emmanuel Macron pour l'instant. Parce qu'il préfère, en gros, si on fait une révolution, mais que ça leur permet de gagner de l'argent, ils seront très contents pour nous. À moins qu'il y ait une intervention politique de suffisamment haut niveau, notamment auprès de la Maison-Blanche, qui fasse que par ricochet, Facebook voit que sa position est menacée, etc. Mais on est sur une ligne de crête extrêmement difficile, qui fait qu'à n'importe quel moment, les algorithmes pourraient être bouleversés, et ces contenus qui aujourd'hui sont vachement favorisés, sombrent, et du coup fassent disparaître la dynamique du mouvement. Alors, moi, je vois bien tricher, tu vois, juste un dernier mot par rapport à ça. Quel a été l'outil principal de naissance du mouvement? Ça a été les Facebook Live. Oui. Pourquoi est-ce que les Facebook Live? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, la cuisine de Maxime a été considérée comme une œuvre d'art majeure qui nous fascinait extraordinairement? Non, évidemment. Quoique. Évidemment, le charisme de Maxime. Je confirme que si ma femme entend, ma cuisine, c'est loin d'être une œuvre d'art. Évidemment que le charisme de Maxime a joué un rôle fondamental. Mais par ailleurs, de Maxime, d'Éric, etc. Facebook Live, en fait, a survalorisé et continue de survaloriser les Facebook Live. Pourquoi? Parce que c'est du contenu créé sur la plateforme et que du coup, ça amène les gens à rester sur la plateforme. Évidemment. Et à consommer de la publicité. Et donc, ils mettent en avant ces contenus par rapport aux autres qui font que du coup, on a cet avantage aujourd'hui sur les pouvoirs institués qui, eux, s'appuient sur les médias mainstream, etc. et qui font qu'ils sont moins favorisés sur le... Mais c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement précaire. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, un changement d'algorithme peut nous faire nous effondrer et faire qu'on sera en grande difficulté pour continuer... Voilà, pour tout simplement, et du coup, de toute façon, il y a des signes avant-coureurs. Comment tu pourrais leur imposer? C'est pour ça qu'on n'a pas que cette plateforme-là, d'ailleurs. Et on le voit bien aujourd'hui. Alors évidemment, ce qui est quand même incroyable, cette affaire de suspension des comptes Twitter de Didier Maisto, qui est quand même le patron d'un grand média national, par une plateforme qui obéit à ses propres règles, dans l'indifférence complète par rapport aux conséquences que cela pourrait avoir dans l'espace social. C'est quand même hallucinant, l'impuissance dans laquelle ça nous met. Une semaine plus tard, l'impossibilité de rétablir un compte social important, l'un des seuls sur Twitter qui, dans l'espace institutionnel, est favorable aux Gilets jaunes, comme par hasard. On imagine bien le nombre de signalements provenant de proches du gouvernement qui ont dû intervenir pour le faire suspendre. C'est une opération qui est commandée, probablement par la team Macron. Je dis pas du tout que l'Élysée a parlé à Twitter. Non, je pense pas. Je pense vraiment qu'ils ont joué des règles internes de Twitter pour essayer de voilà. Et donc, à partir de là, on est sur une dépendance qu'il faut absolument régler. Comment est-ce qu'on l'impose? Encore une fois, tout simplement parce que l'on est un marché extraordinaire. On est la 6e puissance mondiale, mais surtout, en termes de marché publicitaire, on est le 2e marché publicitaire au monde. Donc à partir de là, la France, contrairement à l'apparence que donnent les dirigeants, est incontournable pour tous ces acteurs et peut leur imposer unilatéralement des règles d'accès à ce marché parce qu'ils ne peuvent pas se priver de ce marché. Ce marché est trop important pour eux. Donc, de par notre force, et c'est pour ça que les Gilets jaunes interviennent en France, c'est beaucoup plus compliqué de se resouverainiser dans un pays qui est déjà complètement pillé. Aujourd'hui, en France, si vous accédez au pouvoir politique,
vous accédez à une possibilité de transformation majeure parce que vous êtes encore un pays, un espace économique qui est en capacité de resouverainisation. C'est plus du tout le cas dans, disons, 90% des États-nations de la planète. On l'a vu en Grèce, on le voit dans n'importe quel pays africain. La France a ce privilège extraordinaire et je pense que les gens, intuitivement, le sentent et du coup se mettent en mouvement. Et se mettent en mouvement parce que dans les autres pays, juste pour finir là-dessus, dans les pays comme la Grèce ou disons le Centrafrique, n'importe quel, il n'y a plus de lieu de pouvoir. Il n'y a plus de lieu de pouvoir. Vous prenez l'équivalent de l'Élysée dans ces pays-là, comme l'a fait Tsipras en Grèce ou avec les rebelles, etc. Derrière, ça ne change strictement rien. Les structures de pouvoir qui sont capitalistiques et qui répondent au grand capital qui est étranger se maintiennent et vous absorbent immédiatement. En France encore, il y a une dans ces possibilité. pays-là, il n'y a plus d'État. Où il y a un État qui est trop faible par rapport à la puissance. En France, il y a une concentration de richesse encore suffisamment importante on est pour provoquer vraiment- cette bascule. Est-ce qu'on dirait qu'on est sur la ligne de crête? Chacun va répondre sur le fait, en fait, qu'on est un peu dans une espèce de partie de poker menteur, sans mauvaise analogie, où on voit un peu les GAFA qui ont un pays, enfin, qui sont plus importants que des PIB d'États européens. Hein, aujourd'hui, c'est quand même assez considérable. Et on voit qu'il y a un peu un va-et-vient comme ça. Alors, si tu payes pas d'impôts ici, c'est pas grave. Si tu collabores avec moi, si tu me donnes un peu tes données, si tu peux surveiller les opposants politiques, est-ce que c'est un fantasme aujourd'hui ou est-ce que c'est une des parties essentielles du jeu qui est en train de se jouer? Écoutez, moi je pense que sur la question, encore une fois, de la souverainisation de ces outils-là, des États autoritaires, pour les mauvaises raisons, ont eu le bon réflexe de créer leurs propres outils de mise en relation et dans le numérique, que ce soit la Chine, la Russie ou même l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris la menace pour leur souveraineté de se mettre entre les mains des plateformes dont on se souvient quand même qu'à l'époque, et nos représentants y ont cru, c'est dire leur intelligence, et prétendaient n'agir que pour le bien commun. C'est-à-dire Facebook, pendant très longtemps, n'a pas eu de monétisation de son contenu et prétendait en fait faire changer le monde. Quand c'est Google, gratuit, etc. c'est toi le produit. Hein. Oui, mais ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre. beaucoup de temps à le faire savoir. Et tant qu'eux-mêmes ne mettaient pas en place des outils de monétisation, ils pouvaient prétendre qu'ils faisaient... les États autoritaires, parce qu'ils avaient peur de perdre leur assise, ont construit des outils de surveillance et de contrôle très importants à eux, mais qui leur donnent un avantage extraordinaire. Le jour où il y aura une révolution citoyenne en Chine, le jour où il y aura une révolution citoyenne en Russie ou en Iran, ils auront... Ce peuple-là aura les outils de sa souveraineté. Là où nous retrouverons en position de dépendance à devoir reconstruire à partir de rien des outils souverains. Et donc déjà, en fait, cet écart, c'est les paradoxes du politique, qui est une matière mouvante, qui est pas tout est blanc et tout est noir. Non, vous voyez bien que pour de mauvaises raisons, en fait, on se retrouve en position d'être en capacité, le lendemain, si justement il y a cette révolution, par exemple, de se retrouver en position de défendre le bien commun, alors que nous, en étant aujourd'hui dans un État qui est censé être plus favorable que le leur, en fait, demain, on se retrouvera en position de vassalité complète. Voilà. Étienne, est-ce que justement cette resouverainisation, j'allais dire de notre pays finalement, est-ce qu'elle est aujourd'hui possible dans le cadre de l'Union européenne? Je vois déjà votre réponse. Et est-ce qu'il est possible d'instaurer le RIC et d'avoir une révolution pacifique, citoyenne, intelligente, où la personne humaine va à nouveau être considérée être un peu au centre de toutes les décisions? Est-ce que c'est possible si on n'a plus de souveraineté, plus de frontières, plus de monnaie finalement, voilà. La prison européenne, on en sortira si on devient souverain, si on a un vrai RIC. Il faudra réfléchir comment on peut y arriver. Mais si on a un vrai RIC, on pourra sortir à la fois des deux prisons, la prison nationale et la prison internationale. Mais il est question de savoir comment est-ce qu'on peut renverser un régime de domination. Nous sommes aujourd'hui dans un système de domination parlementaire. Et puisque les gens ont voté pour lui, il est légitime. On ne peut pas, tant qu'on est 1 million, on n'est pas assez nombreux pour renverser un régime quel qu'il soit. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. Et à mon avis, les révolutions fonctionnent toujours au moment où l'armée passe du côté du peuple. Mais ça ne se passe pas comme ça quand on n'est encore qu'une poignée. Ça se passe quand toutes les rues du Caire, pas une rue, toutes les rues du Caire sont noires de monde. Là, la police change de camp. Et à mon avis, c'est ça qu'il faudrait arriver à atteindre avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Chasser des ronds-points, ils sont en train de devenir constituants. Ils sont en train de toquer à la porte à Saint-Clair-du-Rhône. Ils peuvent plus aller sur les ronds-points. Ils se font chasser par la police. Et donc, ils vont toquer à la porte des gens qui ne sont pas Gilets jaunes, mais qui sont favorables au référendum d'initiative populaire, mais qui ne sont pas encore militants et n'ont pas été chassés hors de chez eux par la difficulté à vivre. Et donc, ils vont toquer à la porte des gens en leur disant... les Gilets jaunes ne sont pas ce qu'on vous dit à la télé, ils sont en train de défendre le référendum d'initiative populaire, et quand les gens entendent ça, ils claquent pas la porte, ça les intéresse, parce que
plein de gens que ça intéresse. Et les Gilets jaunes de Saint-Clair-du-Rhône font en sorte d'être de plus en plus nombreux. Et si on faisait ça, donc c'est une toute petite commune de rien du tout, et si dans toutes les communes, 36 000 communes, les Gilets jaunes se mettaient en tête, non pas de bloquer, parce que quand on bloque, on devient très impopulaire. On empêche la généralisation du mouvement, tu vois, on empêche le fait que tout le monde devienne gilet jaune quand on bloque. Tu vois, il y a un paradoxe. À la fois, c'est parce qu'on bloque qu'on obtient des résultats immédiats de la part du pouvoir qui a besoin de se débarrasser de quelque chose qui est très gênant, mais en même temps, on se rend impopulaire et on interdit, à mon avis, ce qui va faire la victoire, c'est qu'on va tous devenir gilets jaunes. En tout cas, suffisamment nombreux pour que les CRS et les militaires lèvent les casques, lèvent les crosses. C'est comme ça que ça se passe. Les révolutions fonctionnent quand la police passe du côté du peuple. Et pour qu'elle passe du côté du peuple, il faut qu'on soit très nombreux. Il faut que pour l'armée et la police, ce soit évident. Voilà, c'est évident. Voilà, le pouvoir actuel est illégitime et il faut un autre pouvoir. Mais pour arriver à ce résultat, il faut qu'on soit très nombreux. Et si dans toutes les communes, on se préoccupe de faire qu'il y ait de plus en plus de gilets jaunes, à mon avis, c'est... Et je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est leur choix et ça me paraît judicieux de se débrouiller d'être de plus en plus nombreux à vouloir la même chose. On veut écrire nous-mêmes les règles de la représentation. On en a marre d'être mal représentés. Il faut qu'on écrive nous-mêmes le RIC et toutes les règles de la représentation sur les médias, sur la police. Qui contrôle la police, qui contrôle les juges. Tout ça, c'est à nous de l'écrire. Qui contrôle les représentants. Et à mon avis, le fait de devenir de plus en plus nombreux, à mon avis, est plus porteur. Alors pas immédiatement, mais juste après de révolution que le rapport de force. Dans le rapport de force aujourd'hui, tout de suite, ils sont tellement forts en face qu'on va peut-être obtenir des résultats immédiats. Mais à mon avis, très fragile, parce qu'on va rester dans l'impuissance, on va rester dans les institutions actuelles. Moi, je suis pas d'accord, mais on répondra après là-dessus. Enfin, Maxime. Moi, je suis pas, je suis pareil dans le sens où je pense que par la force, on n'y arrivera pas. Parce que je pense, et c'est une phrase qu'on m'a dit il y a pas longtemps, mais j'adore cette phrase, elle est tellement vraie que on combat pas un boxeur professionnel avec des gants de boxe. Si on veut battre un boxeur professionnel, il faut jouer sur un autre terrain que le sien. En l'occurrence, le gouvernement a tous les pare-feux, les garde-fous pour éviter que, en cas de violence, on puisse renverser le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en 1789 et c'est pas avec des fourches en allant devant l'Élysée ou devant la Bastille qu'on va pouvoir rentrer dedans. Ça, c'est impossible. Les personnes qui pensent ça ne connaissent pas les stocks de munitions des forces de l'ordre. Enfin, je veux dire, ils ont des drones, ils ont des hélicoptères, ils ont des boucliers, des gaz lacrymogènes, des camions à eau, donc c'est inutile. Système d'information, ils écoutent et tout, un système d'information, voilà, donc c'est complètement inutile de vouloir aller à la confrontation. Par contre, en étant mobilisé massivement tous les samedis, ça pose plusieurs problèmes. Oui. Le problème, c'est que l'État est obligé de réagir. Il peut pas interdire les manifestations, mais il est obligé de bloquer pour la sécurité. Donc en fait, ça fait exactement le même résultat que si nous bloquions, sauf que c'est eux qui le font. Et au bout d'un moment, c'est eux qui bloquent, donc c'est à eux de rendre des comptes. Et c'est ce qui se passe petit à petit. Déjà parce que, par exemple, le week-end dernier, tous les Champs-Élysées étaient bloqués. Il n'y avait pas de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Oui. Le week-end d'avant, ils ont laissé casser. Ça a été clairement dit par M. Castaner. Il a laissé casser. Ils savaient, ils pouvaient, ils n'ont pas fait. On n'aurait pas un résultat plus puissant si, au lieu d'avoir une grande manifestation à Paris, très près du pouvoir, donc avec un... Mais il n'y a pas que Paris, ça c'est pareil. Les médias parlent que de Paris. Ce serait bien qu'il y en ait partout, tu vois. Par exemple, dans toutes les villes, au moins, peut-être pas dans tous les villages. Sur Flyride Infoblocage, toutes les semaines, alors c'est pas forcément quelque chose que tout le monde... Qui est très médiatisé. Mais toutes les semaines, il y a une espèce de petit planning comme ça qui est balancé sur le groupe et qui est fait par des personnes qui sont modératrices et modérateurs sur le groupe, où il y a tous les endroits en France où il y a des mobilisations. Et toutes les semaines, donc là par exemple, il y a 3 pages complètes. Donc il n'y a pas que Paris, il y a toutes les grandes villes, mais aussi plein de petites villes, et pas forcément que des manifestations en regroupement de personnes. Il y a aussi des personnes qui vont faire des ateliers constituants, il y a des assemblées générales, il y a des gens qui, chacun a sa forme. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a une biodiversité des résistances. Il y a des assemblées qui, par exemple, sont faites une fois à Paris, mais à Commercy et maintenant à Saint-Nazaire. Donc il y a eu pas mal de soucis au niveau politique parce que dans certaines assemblées générales, il y a des querelles d'ego, et puis de stratégie, des tentatives de récupération. Ah oui. Maintenant, l'Assemblée des assemblées de Nantes a mis les choses bien au clair, a mis bien à plat la façon dont ils voulaient que ça se déroule. Donc apparemment, ça se déroulera très bien. Je leur souhaite en tout cas. Parce que, je répète encore une fois, il n'y a pas de leader dans ce mouvement. Le but d'avoir diffusé ces infos, c'est qu'un jour, les gens deviennent constituants, élisent leurs représentants, et moi, ce jour-là, j'aurai le même rôle que tout le monde. Je pourrais donner ma voix dans une boîte. Est-ce que vous diriez les uns ou les autres... Mais Juan n'était pas d'accord avec... Alors, justement, est-ce que vous diriez les uns et les autres qu'on est
peut-être on a laissé passer on a loupé un coche. Enfin, quand je dis on, c'est le gouvernement. À un moment, vous parliez jusqu'à l'acte 3, il y avait encore des choses qui étaient possibles. Aujourd'hui, elles se sont un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, elles se sont un peu tendues, même voire complètement tendues. Est-ce qu'on n'est pas à une deuxième phase, à un mouvement, j'allais dire, à un virage un peu stratégique, dans la mesure où, on voit que le grand débat, c'est à l'Assemblée nationale, on l'a vu, hein, une assemblée vide, des propositions vides, personne n'était là. C'était un peu l'ère du vide, hein, comme je l'avais dit quand j'avais Twitter, mais bon, ne remenons pas avec Facebook. remenons pas le couteau dans la plaie. Et donc, finalement, je regardais un petit peu les différents sondages, on en fait nous-mêmes, etc. Je disais, quelle que soit la liste qui arrive en tête, de toute façon, avec 60% en gros d'abstention, hein, c'est assez courant pour les élections européennes, on va être à peu près sur ce chiffre. La liste qui va gagner fera aller entre 22 et 23%. Ça peut être le Rassemblement national ou la REM, ou il peut se passer plein de choses d'ici là. L'histoire n'est pas écrite, mais disons que ça se passe comme ça. Finalement, ça représentera 7, 8, 9% grand maximum des inscrits. Et est-ce que là, justement, c'est pas un vrai problème? Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Puisqu'on parlait tout à l'heure de démocratie représentative versus démocratie participative. Ça aussi, c'est une revendication qu'on ressent sur le terrain. Juan parlait de tous ces gens qui avaient cru, qui avaient investi, qui avaient pu prendre, pour certains, l'ascenseur social, qui avaient fait cette République, qui ont fait cette démocratie, qui ont fait ce pays, et qui se retrouvent aujourd'hui mal représentés. En fait, je pense que il faudrait être aveugle pour pas voir qu'il y a un problème de représentation, dans le sens où si on voit, par exemple, l'élection qui a amené Macron au pouvoir, qu'est-ce qui l'a amené au pouvoir? Les gens qui se sont abstenus de voter, qui ont voté blanc, ou qui ont voté pour éviter Marine Le Pen. C'est ça. Si demain, et là, je reste persuadé, ça c'est un avis personnel, mais je reste persuadé de ce que je dis, si demain on donnait la possibilité de rendre le vote blanc comptabilisé comme un vote en tant que tel, et pas distribué, il serait non seulement majoritaire, mais en plus, il montrerait une bonne fois pour toutes que les personnes, à chaque fois, c'est le choix fermé, en fait. On vous donne pas un choix, on vous dit, c'est soit ça et soit ça. Ça veut dire qu'à côté, si quelque chose existe, vous le savez pas. C'est tout le temps des faux choix. Voilà, c'est comme dans la vente. Moi, j'ai déjà fait représentant VDI, et c'est des questions à choix fermé. On donne l'impression. C'est comme les sondages, finalement. Voilà, on donne l'impression de donner un choix, alors qu'en fait, on n'en donne pas du tout. On vous donne une possibilité. Et la troisième possibilité, c'est la possibilité de choisir par vous-même. Sauf que celle-ci, on l'a bouclée, en fait, on l'a bloquée en disant le vote blanc n'est pas comptabilisé en tant que tel, il est distribué aux personnes qui sont en tête de liste. Juan Branco, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Étienne Chouard sur moi je pense que les mesures d'action directe sont très importantes, évidemment, rien qui ne fasse... non mais très important de le préciser, c'est pour ça que j'ai dans la foulée, rien qui ne soit de rapport avec une forme de violence sur les corps, évidemment même pas parler de terrorisme ou quoi que ce soit. Par contre, des choses qui sortent de la mobilisation de masse, tout simplement parce que en effet, il y a un travail de conscientisation qui a été commencé avec les Gilets jaunes qui fait que je pense qu'on n'a pas raté le coche parce que, en fait, en début décembre, on n'était pas prêt pour une véritable révolution. Absolument. On n'était pas prêt on n'avait pas les solutions pour préparer un après Macron qui consiste pas juste en le remplacement de Macron par un fasciste quelconque comme Marine Le Pen ou autre, et la continuation du système existant. Et évidemment, personne ne voulait de l'un des candidats qui s'était déjà présenté avant et qui aurait été tout aussi peu légitime qu'Emmanuel Macron pour prendre la suite. Donc il y avait là une aporie, en fait, que l'on ne pouvait pas résoudre. Donc ce travail de conscientisation qui a commencé depuis, où les gens se sont rendus compte qu'une révolution était possible. Qu'une révolution était possible, que le pouvoir de la Ve République avait tremblé, qu'il y avait un hélicoptère qui était prépositionné, etc. Ils ont compris qu'ils pouvaient reprendre le pouvoir en tant que citoyens, pas pour se l'approprier, mais au contraire, justement, pour le redistribuer de façon beaucoup plus sincère. Et à partir de là, je pense que les gens ont commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on ferait ? Et cette grande question qui serait comment est-ce qu'on effectue cette transition? Alors qu'est-ce qu'on ferait? C'est quel est le système auquel on arriverait? Donc ça, on a comme une idée qui commence à émerger avec des systèmes institutionnels, avec une nouvelle forme de représentation parlementaire, une nouvelle constituante, avec des ateliers, avec des outils d'intervention directe dans la démocratie. Mais la question aussi qui a commencé à se poser, c'est comment est-ce qu'on assure la transition? Comment est-ce qu'en cas d'effondrement du pouvoir, c'est le point dur. C'est quand même, et comment est-ce qu'on fait pour éviter? C'est une question qui revient tout le temps dans le système politico-médiatique. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que s'il y a un trou? Il y a deux questions qui reviennent, c'est celle-là. Et la deuxième, mais vous mettez qui à la place? Ce qui prouve bien le degré de conscientisation qui n'est pas tout à fait qui reste à, égal justement des deux côtés. Voilà. Ouais, et donc, alors, sur la transition,
moi, l'idée que je défends, donc je disais tout à l'heure, c'est si nous sommes très très nombreux, on va avoir la police avec nous parce qu'on est très nombreux. Mais moi, je pense que juste là-dessus, pour la police, il y a évidemment la masse, une masse minimale qui donne de la légitimité au mouvement, ça c'est évident. Oui. Mais il faut aussi être dans un rapport d'usure. C'est-à-dire que la désolidarisation ne va pas intervenir seulement parce qu'il y aura une masse qui reste inerte face à ces forces policières. Donc la question, il faut créer du mouvement sous différentes formes. Je pense qu'il faut penser à des occupations de lieux, il faut penser à des formes de manifestations différentes, des blocages, qui font qu'à un moment, justement, vous les forcez à se mettre en mouvement en retour, et du coup, à s'user. Si vous êtes seulement dans une forme institutionnelle, ils ne bougeront pas. On l'a bien vu justement avec des manifestations institutionnelles qui, depuis 30 ans, ne nous permettent pas beaucoup d'avancer. Donc à partir de là, en fait, c'est par cela que j'entends action directe, c'est-à-dire des formes en fait qui vont être en contact avec le pouvoir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, toucher à moi. Si on commence à toucher au corps, et ça je veux le dire très clairement, on commence à leur ressembler. C'est indéfendable. On crée ce mouvement pour réduire le niveau de violence dans la société. C'est notre objectif mais sauf que nous, on s'intéresse à toutes les formes de violence. Aux 15 000 morts qui chaque année sont le fruit du chômage de masse depuis 30 ans, 450 000 personnes. Personnes dont on parle, qui se suicident, qui ont des AVC, qui ont des divorces, des effondrements de leur famille, etc. C'est contre, en fait, mais sauf que nous, on est beaucoup plus lucides qu'eux. On voit bien que ces violences-là sont politiques et sont le fruit de choix politiques et donc sont le choix notamment d'un déficit de représentativité. Et puis la réponse, c'est quoi? C'est des armes non létales et des matraques. Quand quelqu'un est dans la rue en masse et dit non, on veut plus bouger, on en a marre, si la seule réponse c'est on va leur demander de se disperser 3 fois et à la 4e on leur rentre dedans, ils vont se barrer, et à un moment donné, ça réglera pas le problème. Ça réglera absolument pas le problème. C'est pas du tout une solution, ni une réponse à donner. Et la réappropriation des lieux de pouvoir, de décision, etc., me semble essentielle pour la population, d'autant plus que, encore une fois, il ne s'agit pas de s'approprier la parole pour nous. Il s'agit dire au contraire de la rendre à la population. Les Gilets jaunes ne prétendent pas représenter l'ensemble de la France. Ça, c'est très important de le dire. C'est pour ça que les Gilets jaunes ont cette modestie extraordinaire de ne pas avancer sur des propositions de fond qui pourraient être clivantes. Ils s'en tiennent aux propositions les plus consensuelles parce qu'ils veulent en fait redistribuer cette parole qu'on a captée. Qui sont contre les Gilets jaunes. Ça, exactement, aussi, évidemment, c'est ça. Quand j'ai été sur le plateau de TPMP, il y avait une personne qui était foulard rouge et un policier, et j'ai absolument rien ni contre l'un ni contre l'autre. Je jouerai pas le jeu du gouvernement à vouloir nous diviser. Et là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, il y a un truc énorme qui se passe, et moi qui me fait halluciner sur les réseaux sociaux, c'est que par exemple, moi, on me convoque, parce que soi-disant, il est possible que dans l'interprétation de ce que j'ai dit, des gens auraient pensé que je disais qu'il fallait casser les choses, alors que c'est pas le cas. Par contre, sur Twitter, ce réseau est infernal. On a un hashtag qui s'appelle #KillGJ, que c'est pas moi qui ai créé, qui recense toutes les menaces de mort ou d'atteinte à l'intégrité physique de personnes macronistes anonymes, foulard rouge, etc., envers les personnes qui sont gilets jaunes. Et je peux vous dire, pour en citer, mais c'est d'une violence. Ça appelle à tuer, à tirer à balles réelles, à exterminer cette vermine, pendez-les. Les cafards, et là, cet espace de parole a été ouvert par des personnes comme Luc Ferry et que ces personnes n'ont pas été sanctionnées, ni symboliquement, ni réellement. Évidemment, vous ouvrez les vannes à cette haine-là. Ce qu'il faut voir, c'est une responsabilité importante de Luc Ferry. C'est incroyable. Et du gouvernement derrière. Non, puis je pense qu'une société, vous allez être d'accord avec ça. Luc Ferry qui depuis a été recruté comme chroniqueur. Absolument. C'est quand même ça qui est extraordinaire. Dans la radio Bernard Arnault, dans Radio Classique, comme récompense. Suite à ces propos, on en est quand même là. Il faut quand même. Non, mais est-ce que c'est pas finalement une société fonctionne un peu sur des codes, sur des mythes. Elle a besoin de mythes fondateurs. Elle a besoin, c'est le mythe de la caverne aussi. À un moment, les gens sortent de la caverne, se rendent compte aussi de l'illusion. Est-ce que c'est pas ça aussi le mouvement des Gilets jaunes qui a fait prendre conscience à un certain nombre de Français que les représentations que les gens se faisaient de la société n'étaient plus en adéquation avec ce qu'ils vivaient au quotidien. Et que finalement, cette faille qui a grandi année après année, décennie après décennie, leur a fait prendre conscience que justement, on n'était plus dans une société qui les représentait, mais une société qui les martyrisait au profit de quelques-uns. Je pense surtout à la classe politique, et puis une certaine classe d'énarchie, on va dire ça comme ça, qui s'est arrogé les pouvoirs politiques, syndicaux, économiques aussi, avec le CAC 40, puisque c'est plus des entreprises. Il faut rappeler peut-être que les boîtes du CAC 40 ne sont pas des sociétés, souvent.
n'ont pas leur siège en France, et que la plupart des boîtes du CAC 40 ne sont pas des boîtes françaises, quand on parle des fonds, etc. Et donc, est-ce que finalement, je repense à ce film, c'était le premier film d'Éric Rochant sur Un monde sans pitié, qu'est-ce qui nous reste, on nous a menti, le grand marché européen, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça, c'est pire que tout. Finalement, est-ce que le bonheur peut faire l'objet d'une politique? Est-ce que la seule chose qui reste aujourd'hui aux Français, c'est cette fraternité pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus en adéquation avec l'idéal qui a fondé la République française, sinon la France. Étienne? Aller sortir de chez soi. Ils sont exemplaires quand ils sortent de chez eux. Maltraités, ils sortent de chez eux. Nous devrions sortir de chez nous. Ils se retrouvent sur des lieux publics. Nous devrions nous retrouver sur des lieux publics. Et ils font société, ils discutent, ils font de la politique au meilleur sens du terme. Et nous devrions faire ça. Nous devrions sortir sur les lieux publics et arrêter de nous. Et ils font attention à ne pas marquer leurs différences partisanes. Vous savez, où l'élection, en fait, ce mode de désignation des représentants, où celui qui va gagner va tout gagner, et tous les autres vont tout perdre, ce mode de désignation nous a progressivement conduit à fabriquer des partis qui sont les armées pour gagner les élections, et qui, en fait, ont une logique militaire par laquelle tous les autres sont des ennemis, en fait. Pour un parti, l'esprit partisan, c'est que tous les autres partis sont les ennemis à vaincre. Et ça, en fait, la logique c'est rendu partisane... encore plus fou dans la Ve République, Et c'est où tout aggravé le par monde la est Ve. votre ennemi, Exactement. sauf vous-même, parce qu'il n'y a plus qu'une place à occuper, qui est celle de la présidence de la République. Et la seule ambition, c'est d'être Exactement. deuxième Il faut face se à tuer. Marine Le Pen pour gagner. Et il faut tuer tous les autres. Et les Gilets jaunes, précisément, en décidant de ne pas montrer leur drapeau, gauche, droite, syndicat, X ou Y, organisent la fraternité possible. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs de deux partis A et B qui s'affrontent en tout, apparemment, en fait, ils ont plein de choses en commun. Sur la sécurité sociale, sur les choix écologiques. Enfin, il y a plein de choses en commun, évidemment. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se disputent en tout. Et l'action politique des Gilets jaunes, quand ils sortent de chez eux pour aller sur les ronds-points, pour se parler sans les clivages partisans, je trouve est littéralement exemplaire. Il faudrait et ça me fait être traité comme un traître par ceux de la famille politique d'où je viens, parce que il me semble que ce que font les Gilets jaunes, c'est ils se rendent capables de parler avec des humains sans a priori partisans, comme si c'était des monstres parce qu'ils ne sont pas du même parti. Et ça, je trouve ça exemplaire. Et c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est une occasion d'enfin... parce qu'au niveau constituant, si on veut instituer notre souveraineté, c'est-à-dire sortir de cette prison politique et instituer un nouveau contrat social, il va bien falloir qu'on arrête pendant le temps constituant, il va falloir qu'on arrête de se disputer sur les problèmes législatifs. Parce que pour l'instant, nous nous disputons sur les problèmes législatifs, alors que nous ne pouvons décider de rien. C'est-à-dire qu'en fait, on discutaille en disant il faudrait faire ceci de gauche. Ah non, il faudrait faire ceci de droite. Mais de toute façon, on discutaille, c'est pas nous qui décidons. Et ce qui est marrant, c'est qu'institutionnellement parlant, ça ressemblerait beaucoup à ce qu'a fait Macron avec le grand débat. Sauf que, contrairement à lui, ce serait pas une opération de propagande, mais il y en aurait fait une suspension du temps politique pendant quelques mois, où on régénérerait le corps politique. Le problème, c'est que lui en a fait l'inverse pour s'approprier justement l'ensemble du temps de parole et en faire une proto-campagne pour les européennes, ce qui est un scandale absolu, mais ce qui est un double scandale parce que justement, ça dévitalise ces idées que l'on porte. Oui, et puis en plus, là j'en ai discuté, et là j'ai un témoin qui était à côté de moi, c'est Juan. J'en ai discuté avec des journalistes tout à l'heure en leur disant je comprends pas comment vous pouvez encore appeler sur vos chaînes de médias ce débat le grand débat. Parce que le titre c'est le grand débat, vous l'appelez comme ça, mais ça n'a rien d'un grand débat. D'ailleurs, les Gilets jaunes ont organisé un vrai débat, bien sûr, en parallèle. Et mais qui est beaucoup les plus intervenants ont été intelligent. choisis, les questions étaient limitées. Madame Joanneau du CNDP qui a préféré quitter la présidence de cet organisme tellement c'était malhonnête et qui a par l'échange de mails et de messages montré par A plus B que elle n'a pas simplement balancé, elle a montré les preuves des échanges qu'elle a eu avec les hauts fonctionnaires, enfin les personnes qui siègent à l'Élysée, et la réponse de la journaliste ça a été écoutez, on s'est pas trop posé de questions, c'est comme ça, ça s'appelle comme ça, c'est comme ça. Donc en fait les journalistes participent. Mais non, ils acceptent la parole de pouvoir déjà, comme étant celle qui dit le réel. Voilà. Mais ils participent à cette diffusion. Bien sûr, parce qu'ils la remettent pas en question. Et donc alors que c'est leur rôle. Donc je lui ai dit, c'est pas le rôle d'un journaliste. Un journaliste doit être neutre et montrer l'information telle qu'elle est. Pas diffuser une information telle qu'on vous la donne parce que on me l'a donnée comme ça, alors je la balance. Je dis ça. Et avant que je sais qu'il va y avoir des réactions, moi je suis pas journaliste, donc ça m'arrive de faire des erreurs. Et quand je fais des erreurs,
En Tout le l'occurrence, oui, bien sûr, tout le monde fait des erreurs. Mais en l'occurrence, j'ai fait une erreur il y a pas longtemps sur un live. Moi, j'ai présenté mes excuses. J'aimerais bien, par exemple, que... Jamais. Alors déjà, les journalistes Non, le mais font rarement. c'est étonnant parce que vous réfléchissez, vous avez une élocution assez limpide, vous avez des idées, vous êtes plutôt Parce que ça correct. peut... Moi, je suis étonné. On m'avait dit que vous n'aviez pas de cerveau, Maxime Ouais. Nicole. Bah, Ouais, on a dit c'est plein de étonnant, choses ça. de moi. Mais comment est-ce qu'on finalement, pourrait accepter qu'un manutentionnaire qui a arrêté l'école à 15 ans puisse être potentiellement plus intelligent que tous ces gens bardés de grands diplômes? C'est insupportable pour ces personnes-là. Moi, quand je dis Peut-être. que Maxime est plus intelligent que moi, C'est tous tout à fait intéressant. ces uberlulus de la Ouvre les caste yeux. à laquelle j'appartiens Des secours. me regardent en me disant mais c'est pas possible. Ouais. Il y croit pas lui-même. C'est inconcevable pour eux Oui. que je puisse penser que Maxime est plus intelligent que moi. Ils ne supportent pas cette idée-là. Non, puis On aussi, a des je pense compétences qu'il y a différentes. il y a Il y a un une rapport au diplôme en responsabilité, France, en particulier. et moi je me bats assez contre ça, des médias, parce que si on met les choses en situation, qu'on parle correctement, qu'on s'écoute les uns et les autres, il n'y a pas de raison de partir dans le complotisme et de tous les mots en hob, en ist et en je ne sais ça, pas on quoi. a essayé de me coller Ouais, toutes les voilà. étiquettes possibles et inimaginables. Donc je Sans confirme, jamais dire ce que je sais. Maxime Nicole pense par lui-même, il sait s'exprimer, il sait bien répondre sûr. aux questions, et il est plus intelligent que Juan Branco. Ça va peut-être Ça, c'est lui qui l'a faire dit. un débat dans nos... Et surtout, il va à une vitesse extraordinaire. C'est peut-être ça, en fait, l'intelligence. C'est que Maxime a commis quelques erreurs au fur et à mesure de cette formation accélérée, parce qu'il n'avait pas vocation à rentrer dans l'espace, Pas dans cet vraiment. espace institutionnel, politique, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle le tir est corrigé. En fait, c'est cette flexibilité intellectuelle que n'ont pas du tout toutes ces personnes-là qui, parce qu'elles ont été sacrées à 22 ans, de droit divin, deviennent des aristocrates de notre pays parce qu'ils ont eu un concours à 20 ou 22 ans, que ce soit celui de l'ENA, de Normal Sup ou autre. Et du coup, oui, ils sont dans la conviction qu'ils sont dans le vrai. Moi j'en connais, Ils sont j'étais pas sur un capables plateau l'autre fois, il y en a un qui d'admettre s'est qu'ils sont coupé, trompés. il avait du sang bleu, hein, je peux confirmer. Mais, Étienne, tous vous en les- pensez mais quoi Emmanuel Macron, c'est le type même du sang bleu, c'est-à-dire quelqu'un qui, parce qu'il a réussi, ou même Édouard Philippe, la morgue qu'a Édouard Philippe, alors que c'est quand même quelqu'un de pas franchement fascinant, ni dense, on le voit bien, ni intellectuellement, ni psychiquement, quoi que ce soit, cette personne-là est convaincue d'avoir une assise comme ça sociétale qui lui serait donnée de droit, ou même le simple fait que François Hollande pense encore à se représenter en 2022. C'est tout simplement parce que ce garçon, à 22 ans, a réussi le concours de l'ENA et est sorti dans la botte de l'ENA, et à 24 ans, il organisait déjà, c'est des camarades de promotion qui me le racontent, des dîners où il préparait son élection présidentielle et la façon dont il allait arriver. Et c'est comme ça qu'il a projeté carriériste, hein. son copain Jean-Pierre Jouyet à Inspection Finance pour lui-même être à la Cour des comptes et du coup avoir du temps pour faire de la politique, tandis que Jean-Pierre Jouyet lui cultivait les réseaux de la haute sphère. Il s'en est vanté un jour, il y a quelques années, Mais il l'assume complètement. en Et disant pour- je n'ai jamais travaillé il a un droit. et je fais de l'argent. pour lui, il a un droit, en fait, il a un droit à cette position sociale dominante. Et ce droit lui a été acquis parce qu'à 22 ans, il a réussi un des concours les plus discriminants socialement de l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, à l'ENA, comme à Polytechnique, comme à l'ENS, il y a 1% de fils d'ouvriers et peut-être 4 ou 5% de fils d'employés, alors que ces populations représentent 50% de l'ensemble de la France. 50% de l'ensemble de la France qui sont exclus, littéralement exclus de la possibilité même d'avoir un mot à dire dans cette société et d'avoir une position de direction. Donc quand vous avez quelqu'un comme Maxime qui débarque avec les conneries qu'il peut raconter parfois, ça les rend fous. Ça les rend fous et ils s'accrochent au micro dixième du live dans lequel, en effet, il y a petite rue, Ça, c'est une clair, mauvaise il s'attache information, au- une instrumentalisation, quelqu'un qui lui a dit quelque chose qu'il a repris sans avoir Non, eu mais le temps de peut-être qu'il vérifier, serait pour temps essayer de de le disqualifier et pour dire, mais non, vous voyez, Voilà. on avait raison. En fait, ce type est un malade mental. En fait, ce type, c'est un dangereux, etc., etc. Et on arrive à une distorsion de l'espace C'est ça. médiatique super importante. On a les Absolument. articles de l'Obs qui sont obsédés à l'idée de traquer le moindre like qu'il aurait fait en 2014 l'Obs, sur c'est tel ou tel infernal. élément ou qu'il aurait dit plutôt. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent juste à préserver leur position dans l'espace social plutôt que d'essayer de traiter objectivement sur le fait que, en fait, par exemple, le groupe de Maxime, par rapport au groupe des Gilets jaunes, c'est celui qui filtre avec le plus de rigueur tout ce qui ressemble à des fake news. Il a une exigence extraordinaire. Par exemple, on a Et je beaucoup parlé remercie de la d'ailleurs tous les question- modérateurs qui font un ils gros font boulot. extrêmement Et les attention à ce qu'il n'y ait traducteurs pas aussi, de propos antisémites, racistes, etc., avec une rigueur extraordinaire. Parfois, il y a des choses qui échappent parce c'est des personnes qui font ça en plus sur leur temps Et libre. pour information, il y a entre 1,5 et 2 millions d'interactions avec le groupe par mois. Entre les likes et Et les vous êtes commentaires. combien à pouvoir gérer On ça est 17 sur le groupe Flyer Radar boulot, Infoblocage. Et c'est des personnes qui, contrairement à tous ces journalistes, etc., n'ont pas eu le privilège que leur avait donné la société, de faire de longues études, de prendre du temps justement pour investir ces matières-là, pour être en mesure, avoir des outils. Ils se sont armés par eux-mêmes. Donc évidemment, parfois, il y a des déficiences ou des défaillances. Mais si on compare
à l'extraordinaire effort qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont obtenu, ne serait-ce que les 13 milliards d'euros qu'ils ont arrachés à ce gouvernement, ce qu'aucun syndicat ni parti politique n'avait réussi à arracher pour les plus fragiles de notre société. Enfin, c'est de l'ordre du miracle, la réussite qui s'est imposée. Oui, puis nous, on n'a pas encore utilisé des moyens, par exemple, de faux comptes Twitter pour faire des vidéos. Il faut pas le faire. évidemment. Casse dédié à voilà, Monsieur par Ménien, exemple, conseiller je spécial sais pas, d'Emmanuel Vous pensez à quelqu'un d'autre aussi? je parle de l'ancien conseiller privé d'Emmanuel Macron qui faisant des faux comptes Twitter qui, eux, n'ont pas été censurés à l'époque, puisque Mais toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. et Quelques-uns c'est ont servi de disparu, ces mais comptes pas- pour diffuser des vidéos de façon à éviter de poser problème à Benalla. Ça, par exemple, c'est à l'Élysée, c'est nos représentants dans les plus hautes sphères du pouvoir, et qui est inquiété? Non, mais là, on est au cœur en fait de la matrice, j'ose dire. C'est vraiment ce qui fait la particularité de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'en fait, on est vraiment dans l'idée de la citoyenneté à la française, telle qu'elle devrait être, peut-être, on peut dire ça comme ça, puisque justement, quand les uns et les autres font des lives, quand les uns et les autres écrivent, ça participe d'un cerveau collectif, Oui. chacun amène sa part de réflexion, c'est Ça- pas parole c'est la somme d'évangile. non nulle. On Et c'est pour devient ça que je comme dis des ce sont neurones. des gilets jaunes, Un et c'est pour ça cerveau. que c'est un mouvement transversal. Est-ce que vous diriez, Étienne, que c'est la différence entre la prise du pouvoir et la volonté d'influencer une société pour qu'elle avance dans un sens dans le sens de l'état Dans général? les ronds-points, je de vois l'intérêt jamais général. des gens qui veulent le pouvoir. Hein. C'est ça, c'est un point fondamental. Ça. Est-ce que vous pouvez Mais en fait, depuis le Platon, décliner? Depuis Platon, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. C'est très dangereux de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Ça marche jamais. C'est des gens particuliers qui sont une petite partie de la population. Quand on leur donne le pouvoir, ils se mettent à se comporter comme des maîtres. Et c'est pas bon pour l'intérêt général. Et la procédure que nous avons choisie, enfin, c'est pas nous qui l'avons choisie précisément, ce sont les élus qui ont choisi cette procédure en 89. C'est l'élection qui donne précisément, l'élection parmi des candidats, donc qui donne le pouvoir à des gens qui le veulent. On serait plus avisé de reconsidérer quelque chose qu'on a complètement oublié parce qu'on l'a pas appris à l'école et parce qu'on l'a jamais travaillé, parce que jamais personne ne nous en a parlé. Mais il y a une procédure qui était connue avant le 18e, donc d'Aristote jusqu'à Rousseau, Montesquieu. Tout le monde savait que la procédure démocratique, c'était le tirage au sort. Et nous ferions bien de travailler cette procédure pour l'apprivoiser, pour la dédramatiser, s'apercevoir qu'avec des correctifs, ça devient un outil démocratique formidable qui donnerait le pouvoir à des gens simples qui ne le veulent pas et qui donc exerceraient beaucoup mieux leur mission en n'étant pas... Je fais une Méfions-nous incise. cependant de Platon, qui aimait aussi beaucoup Oui, l'idée qui était du philosophe anti-démocratique. roi, et donc C'est ça. qui Oui, bien sûr, peut être je- une autre forme Méfions-nous de d'autocratie. Platon. Je vénère pas du tout Platon, mais je voulais juste dire que c'était une vieille idée qu'il Bien ne sûr. fallait pas donner le pouvoir à Mais ceux c'était qui veulent. Socrate le fautif, hein. Mais oui. Mais on n'a plus d'écrit pour l'attester. Et je me méfie comme de la peste de plein de choses. Platon était et comme presque tous les philosophes, hein, plus de 90% des philosophes étaient des ennemis de la démocratie, donc il ne faut pas se fier à ce qu'ils ont raconté de la démocratie. Mais il y a eu un grand débat entre Alain Badiou et Barbara Cassin, Eh ben oui. qui ont été mes éditeurs chez Fayard, que j'aime beaucoup, parce que c'est des personnes qui viennent de traditions philosophiques très différentes, et qui s'étaient engueulées sur l'idée justement du philosophe roi, Alain Badiou en fait la revendiquant quelque part, et Barbara Cassin qui est une helléniste, donc une grande spécialiste de l'époque de la Grèce antique, d'où viennent quand même, il faut le rappeler, les fondements de nos systèmes politiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi encore à dépasser cette chose qui a été inventée il y a plus de 4000 ans, enfin 3000 ans à peu près. C'est quand même extraordinaire. On en est encore sur les mêmes fondements de sociétés qui ont inventé les bases de notre langue, de notre organisation politique, etc. Et on n'a jamais réussi on n'a pas même cherché vraiment à la dépasser, mais seulement à tenter de la perfectionner. Et Mais en fait, parfois, il se passe un s'effondre. truc là. Il se passe aujourd'hui un truc qui, à mon avis, s'est jamais passé. Ça s'est passé un peu dans les petites sociétés anarchistes au 19e siècle. Tu sais, une auto-institution de la société, les essais Bien sûr. d'auto-institution de sociétés nombreuses qui sont les nôtres. Et ce qui est rendu possible aujourd'hui, c'est la taille de notre cerveau collectif. Par la technologie d'Internet, nous devenons beaucoup plus vite, beaucoup plus nombreux que ce que nous n'avons jamais réussi à être. Et il me semble qu'il y a une pensée anarchiste dans le meilleur sens du terme. Je vous avais apporté un petit bouquin de Tolstoï. J'ai découvert Tolstoï avec Guillemin. Tolstoï est devenu un anarchiste à 60 ans. Ce qu'il a écrit est magnifique, magnifique. Il n'y a rien de plus pacifique, bien sûr, organisé, juste. Et en fait, mais à l'époque, les anarchistes, donc qui étaient en fait des démocrates, avaient du mal à être assez nombreux pour l'emporter.
dans la société, et ils se faisaient rapidement exterminer en fait. Il suffisait aux riches de les tuer physiquement pour avoir la paix pour ensuite encore 40 ou 50 ans. Alors qu'aujourd'hui, on devient si rapidement, si nombreux à vouloir instituer nous-mêmes les règles du pouvoir, qu'il y a une possibilité qu'il se passe quelque chose d'historique, Oui, de nouveau. peut-être serait-il bon de rappeler que à l'époque où était encore en vigueur la peine de mort, par exemple, ça me fait penser aussi au résultat du vrai débat, parce que ça, on va en parler. Du grand ou du vrai débat? Du vrai débat. Du vrai débat. Les jurys étaient populaires, et les jurys sont toujours populaires, et rendent la justice au nom du peuple. Ils la rendaient pour couper la tête Et à des gens. on essaie de le faire de moins en moins. On voit le rétrécissement de la base démocratique. Voilà. On essaie de réduire le nombre de. Non, mais c'est quand même extraordinaire qu'on l'acceptait Ouais. pour ôter la vie des gens pendant C'était grave quand même. plusieurs On faisait décennies, confiance pour des des choses siècles graves, même. hein. Bien sûr. Et puis qu'aujourd'hui, on dirait, ah non, mais si on tire au sort, attention. Hein, si, On a complètement désappris c'est à intéressant, faire confiance au peuple. justement, dans ce vent, parce que là, je trouve qu'on est aussi à quelque chose d'assez signifiant dans ce vrai débat, et pas dans le grand débat. On nous a dit, le RIC, vous allez voir, c'est une horreur. Vont sortir la peine de mort, la légalisation De l'avortement. Plutôt le contraire. Oui, L'interdiction de l'avortement, des horreurs, etc., l'homophobie. Et puis on se rend compte finalement chasser les étrangers. le chasser les étrangers, encore qu'il y a un vrai problème sur l'immigration, mais d'une manière, on peut regarder les choses d'une manière apaisée. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, et tout le monde pense ça. Ouais, par exemple, mon avis, moi, sur l'immigration, je l'ai dit 20 000 fois, c'est pas Non, mais aujourd'hui, le problème, c'est une conséquence. Voilà. L'immigration, c'est une conséquence. Et il y a plein de façons de faire en sorte, soit de la diminuer, soit de la rendre sous différentes formes. Ouais, bien sûr. Juan Branco, sur ce sujet, par rapport au vrai débat et les problématiques qui sont sorties en tête, dans l'ordre, et justement, quand on regarde un petit peu, parce que c'est aussi, ça c'est assez prodigieux de voir, dans les médias mainstream, je ne veux pas être trop mauvais camarade, mais de dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes ? Elles ont été exprimées dès le début, ces revendications, Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup moins et elles sortent dans le vrai débat. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup moins de migration, etc. Parce que quand vous êtes dans une société où l'oppression augmente, qu'elle soit visible ou invisible, ça crée de la violence. Or, cette violence a besoin d'un exutoire. C'est vraiment des processus en fait très systémiques. Et quand vous avez besoin d'exutoire, mais que vous n'avez pas les outils de vous libérer cette violence, qu'est-ce que vous faites ? Et ça, c'est systématique. Hein, René Girard l'a montré. Absolument. Vous cherchez des boucs émissaires. Vous cherchez des boucs émissaires qui vont vous permettre de vous dégager de cette violence parce que vous êtes impuissant, dans un sentiment d'impuissance, et pour ne pas retourner cette violence contre vous, vous la retournez contre plus faible que vous. Et ça, c'est un classique. Donc, avoir accusé les Gilets jaunes d'être xénophobes, antisémites, etc., alors qu'au contraire, ils ont permis... Non, mais c'est surtout... Non, ils ont permis de sortir ces questions-là de l'espace social. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était les élites qui instrumentalisaient ces questions, la question migratoire, etc., pour créer des boucs émissaires, pour faire supporter la violence qu'ils faisaient vivre. Mais dès le moment que les gens peuvent parler de leurs conditions sociales, des vraies raisons de la violence qu'ils subissent, ils vont plus essayer de tirer sur le voisin qui aurait plus ou moins qu'eux. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en fait resouverainisés et donc avec une grande capacité à nouveau à revivre une forme et à recréer une société apaisée. Juste un mot, je voudrais faire une toute petite parenthèse, c'est rigolo. Sur Tolstoï, je suis sûr. Attention, Tolstoï, faire attention sur Tolstoï, fin de la vie là aussi, qui devient aussi à une sorte d'obsessionnel, ultra religieux en fait, une sorte de truc, mais très sous une forme spirituelle, sur une forme spirituelle, mais avec un délire mystique. En fait, très important. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, en fait, il y a un déracinement complet, mais qui va, et pourquoi est-ce que je dis faire attention? C'est pas la question de rejeter la spiritualité, etc., mais qui va arriver vers une désolidarisation complète de la société. Donc, en fait, la dimension anarchisante dans ce qu'il y a peut-être de moins productif et de plus dangereux aujourd'hui, en gros, c'est la tentation de se concentrer sur son potager. Vous voyez, de dire, en fait, c'est ce qui arrive, par exemple, chez tous les bobos parisiens, je sais pas quoi, on dit, bon, nous, on s'occupe plus de ce qui se passe dans Paris. On a de quoi, enfin dans le pays, on a de quoi survivre à peu près. On va se barrer dans la campagne et on va planter notre potager, etc. Donc là, évidemment, Tolstoï est un génie. Tolstoï est un génie, donc il arrive en fait à dépasser ce réflexe égoïste et à concevoir en fait des rapports humains au sein de ce système. Mais ce risque en fait de dépolitisation au sens non noble, enfin quand je parle de politisation au sens noble du terme, est une des menaces aujourd'hui. Il faut faire attention. Et je pense que Tolstoï est justement intéressant pour réfléchir à comment est-ce qu'on contourne ce danger. Et sur les questions des communautés anarchistes qui ont fonctionné, la guerre d'Espagne, où en fait il y a des millions de personnes pendant la guerre d'Espagne qui se sont
organisées d'elles-mêmes, en dehors de toute structure politique, ont pris des usines et ont commencé se sont accaparés les outils de production pour survivre en fait et vivre dans des communautés. Jusqu'à ce qu'elle se fasse écraser par le POUM, mais en fait sur ordre de Staline, par les ordres. Et juste là-dessus, moi je pense qu'en fait la révolution qui va intervenir va faire que quelque part on va être obligé de préserver une structure étatique importante parce que tout simplement il y a des choses comme le nucléaire dont on ne peut pas se débarrasser, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à gérer. Il y a des réseaux électriques à reconfigurer, etc. Par contre, ce nouveau régime politique que l'on va faire naître des organisations communales, locales, des communales qui seront bien plus viables et qui nous permettront d'absorber beaucoup plus les chocs de mouvements, parce que l'humanité va devenir un peuple migratoire. Du fait du changement climatique, quoi qu'il arrive, on va redevenir ce que l'on a toujours été, un peuple migratoire où les mouvements en fait de masse vont être extrêmement violents. Et la seule façon d'être résilient par rapport à ça, c'est d'avoir des communautés en fait qui vont survivre à cette échelle-là. Donc moi je pense qu'on va être sur une double échelle comme ça, où on va reconfigurer complètement l'espace politique et qu'il faut commencer à finalement on a compris que Tolstoï c'était 36, c'était plutôt les congés payés et que finalement pas beaucoup de gens, mais je le dis assez sérieusement, se sont occupés de ce qui se passait en Espagne. C'est pas forcément une page très glorieuse, parce qu'on retient 36 pour l'histoire de France, c'est très bien, les congés payés, etc. Et on a oublié quelque chose d'important. On a oublié quelque chose d'important, et c'était peut-être aussi le début d'un certain individualisme, mais ça n'engage que moi. Est-ce que vous diriez, Maxime, par rapport à justement cette question de citoyenneté, est-ce que c'est pas, on parlait de fraternisation, etc., un moyen de refaire nation et de retrouver justement l'identité française, mais pas une identité française comme voulait le faire Nicolas Sarkozy par un débat, qu'est-ce qu'être français, de manière arbitraire, etc., même si il avait organisé le débat, ça avait fait un tollé, et à juste raison d'ailleurs, puisque la manière dont c'était posé, etc., c'était un peu tendancieux. Est-ce que c'est pas une façon aujourd'hui de retrouver une identité française, dans ce cas-là de plus noble, de pas du tout belliqueuse, de pas du tout qui repousse les gens, mais quelque chose de savoir d'abord qui on est, pour pouvoir quel est ce corps social, quel est ce corps intellectuel qui absorbe le monde, comme il l'a fait et quand on sait qui on est, quand on est fort, on peut ensuite rayonner et aider les autres. Est-ce que c'est pas ça aussi, selon vous, le mouvement des Gilets jaunes? Moi, ce que j'ai vu depuis le début de ce mouvement, c'est des Français de tous origines. Et j'ai adoré ça parce que quand je suis arrivé sur Paris, par exemple, il y a une jeune femme qui s'appelle Nawel, qui est kabyle, qui vit en France depuis l'âge de ses 12 ans, donc ça fait 18 ans qu'elle vit en France. Et c'est elle qui m'a raconté des trucs sur l'histoire de Paris. Moi, j'étais très surpris dans les lives que j'ai fait. C'était génial. Dès que j'ai fait parler les gens, ils m'en ont appris sur la littérature, sur l'histoire de France, sur la parce géographie. que être français, je pense, c'est simplement aimer ce pays, aimer y vivre et aimer les valeurs qui normalement le déterminent, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. On a des élites politiques qui sont en train de salir ça, qui sont en train de salir des institutions et voilà, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je pense que peu importe d'où on vient en fait, à partir du moment où quand on est quelque part on s'y sent bien et qu'on respecte cet endroit, il faut avoir un chez soi pour être accueillant. Je ne peux t'accueillir chez moi que si j'ai un chez moi. Quand on nous déracine, quand on fait tomber toutes les frontières, on nous rend très peureux en fait. On a besoin de murs pour. J'ai besoin de murs et de portes et de fenêtres pour pouvoir t'accueillir, t'ouvrir. Moi, je pense que les frontières, ça passe d'abord par le respect. C'est-à-dire que si on va, je prends l'exemple du dortoir. Un dortoir, les portes sont jamais fermées à clé. Par contre, on rentre pas quand on veut. Ouais. Donc chacun a son espace individuel qui reste un espace collectif, mais chacun a son intimité et tout le monde peut rentrer dans les portes à droite, à gauche. Moi, enfin, c'est comme ça que c'était à l'armée, et pourtant ça n'empêchait pas de se sentir protégé en fait. Et je pense que un cadre fort. Sur ce truc-là, sur ce sujet, je pense que remettre des frontières, ce serait pas une mauvaise idée tant qu'elles ne sont pas hermétiques. Oui, voilà, évidemment, c'est pas des murs. Parce que moi, par exemple, je suis contre l'Europe libéraliste, l'Europe de libre-échange qui fait n'importe quoi et qui détruit tout. Parce que quand un Roumain est obligé de venir travailler en France parce que c'est 4 fois son salaire pour les mêmes conditions de travail, c'est pas de la faute aux Roumains. C'est de la faute au fait que qui organise ça, on lui met devant le nez. Moi, n'importe quel être humain qui a une famille à nourrir, vous lui dites tu vas à 3000 km pour le même boulot, tu galères à 4 fois plus. S'il a les possibilités de bouger, il le fait. Ou alors, c'est une défaillance politique. Oui, puis on se rend compte avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu pudique, puisque c'est quand même un néologisme, les migrants. C'est tout un mot un petit peu valise. On est tous migrants. Qui veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai migré partout en France. J'ai été dans plusieurs villes. On se rend compte que finalement, chaque fois qu'il y a un problème comme ça, on a envie de se protéger un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On rétablit tout de suite les frontières.
quand vous allez à Vintimille, etc. Donc c'est le réflexe immédiat. Mais il ne faut pas qu'elle soit hermétique. Non, mais justement, il y a aussi une nécessité de frontière. On ouvre les rideaux, on les ferme, mais juste une frontière qui permet de contrôler. Mais surtout en amont, c'est juste qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a peur de ces personnes-là? C'est parce qu'on sent bien qu'il y a une telle défaillance des services publics aujourd'hui que l'on a peur, parce que le bien commun est en train de se dégrader, de pas avoir assez pour soi. Et donc du coup, évidemment, on a peur que l'autre en retire une partie. Donc le fond politique de cette question, c'est encore une fois, c'est la dégradation de l'espace public, de l'État et des capacités de vie en fait de chaque citoyen. C'est le pillage en fait qui s'est mis en place dans ce pays qui provoque en fait cette montée en tension artificielle. Parce que dans les faits, on a été parfaitement capable d'accueillir des masses de personnes bien plus importantes. Oui, c'est pour ça que Yvan, ça me fait rire, c'est parce que dans l'histoire de France, c'est vrai que quand on regarde, énormément. Quand on regarde la France, on peut dire, ça c'est sûr que l'État est défaillant. Quand on regarde l'état de l'hôpital, on regarde l'état des services publics. C'est ça la catastrophe. Et c'est ça qui crée l'état de l'école. Et pourtant, on a une base de la qui est très bonne. On a des idées sur la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, c'est une super bonne idée. Des meilleurs systèmes au monde. Sur l'éducation, c'est une bonne idée. Maintenant, la façon dont c'est appliqué, et surtout, c'est même pas la façon dont c'est appliqué, c'est la façon dont c'est passé au second ou au troisième plan. Quand la finance est passée au premier, forcément, on peut avoir que de mauvais résultats. Un ami qui a été recruté comme maître de conférence à l'école normale supérieure, qui est quand même la meilleure école de très loin du pays, la plus élitiste, celle qui sélectionne le plus. Il y a 15 000 étudiants qui passent chaque année le concours, il y en a 100 qui sont admis. C'est le joyau de la République qui a été créé justement pour former les hussards noirs de la République, c'est-à-dire les professeurs qui iraient former des personnes qui n'avaient pas accès à l'instruction jusqu'alors pour créer l'idée de république au sein du pays. Donc c'est vraiment le cœur du cœur du cœur. Vous savez combien de cette personne qui est recrutée à un âge avancé, parce qu'il a fallu faire un doctorat, puis après un post-doctorat, etc., va gagner par mois pour commencer 1 800 € par mois. Donc vous rentrez dans le sein des saints du pays, celui qui va former les élites entre guillemets de ce pays, les personnes, et vous allez ne même pas avoir de quoi vivre correctement dans Paris parce que les prix du loyer sont super importants et que vous travaillez au centre de Paris parce que l'école normale supérieure est au centre de Paris, alors que quand vous sortez de l'école normale supérieure, parce que l'école est tellement prestigieuse qu'on avait décidé à un moment de financer les études de ses élèves, vous sortez en gagnant 1 400 € par mois. Et en fait, le système est devenu tellement foutraque que pour devenir professeur dans cette école-là, donc dès le moment, et ça c'est quoi? C'est le fruit d'une prédation des ressources qui fait qu'on n'a même pas de quoi payer nos professeurs, ceux qui vont former demain. Et donc, à partir de là, évidemment qu'il y a effondrement. Évidemment qu'il y a effondrement parce que ça crée une crise, en fait, tout simplement de valeur, pour commencer. C'est-à-dire, dans la hiérarchie sociale, la question de la rémunération a une fonction symbolique aussi. C'est-à-dire quel regard vous allez pouvoir porter sur les autres et vice-versa. Moi, quand j'étais professeur, parce que du coup, dans ma période de déracinement de ces élites auxquelles j'ai appartenu, après avoir gagné beaucoup d'argent, j'ai commencé à enseigner dans le secondaire, dans des lycées de banlieue, pour essayer de me confronter à cette réalité. Moi, j'arrivais plus à faire croire à mes élèves dans le destin républicain. Je leur disais, parce que j'avais les chiffres, je voyais qu'ils avaient 40 fois moins en moyenne de chances de réussir un concours de la République que les personnes qui étaient nées à 3 km d'eux. Comment est-ce que j'allais leur expliquer que génétiquement, c'était quoi, une question génétique, une question ils étaient 40 fois moins intelligents parce qu'il y avait une différence. On avait fait avec Jérôme Fourquet de l'IFOP inconcevable. Une étude qui était tout à fait fascinante et extraordinaire, qui expliquait le vote Rassemblement National ou pour une partie aussi Mélenchon. En fait, dans cette France périphérique, en fonction de la distance des transports en commun. Guy Lui, à 20 km, Guy Lui aussi avait repris pour partie cette chose-là. À 20 km, vous êtes dans un vote dit de gouvernement acceptable, etc. Parce que vous avez une boulangerie, une poste, un arrêt de métro ou un TER, etc. Et vous êtes à 30-40 km, mais vous êtes plus rien, c'est un désert. Vous n'êtes plus rien, et après on va vous montrer du doigt en disant c'est dégueulasse, vous êtes des fascistes. Ça, c'est quand même c'est un mot magique, hein, fasciste. Voilà. C'est le mot qui sort ça, Maxime, vous le vivez, vous ça, moi, vous le voyez. Le mot fasciste, c'est le mot qu'on me sort le plus souvent, je crois. C'est le mot magique. Dès qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fasciste. Complotiste aussi. Complotiste. Conspirationniste, mais ils n'arrivent pas toujours à prononcer. Voilà, peut-être parce que c'est plus trop compliqué, je sais pas. Ça s'arrête à 3 syllabes. Complotiste, c'est pareil. Alors à partir du moment où vous demandez explication sur le fait qu'il y ait des défaillances dans les personnes qui sont censées assurer la sécurité dans le territoire, on vous répond que vous remettez en cause les institutions, donc vous êtes complotiste. Moi, j'ai absolument jamais dit que c'était Manu qui avait fait des attentats. Je dis simplement que une personne fichée S, qu'on connaissait avoir des condamnations multiples, on a essayé d'aller l'attraper le matin pour des faits de droit commun, parce qu'on n'arrivait pas à faire un lien entre l'État islamique et lui.
même si on savait qu'il se radicalisait. Au final, il a réussi à passer un barrage de sécurité, tuer des citoyens français sur le sol français, Prendre un taxi. prendre un taxi pour repartir. Et aujourd'hui, qui a payé pour ça? Les familles des victimes, elles ont des personnes dans leur vie en moins. Personne pourra remplacer ça. Bref, personne peut remplacer ça. Maintenant, qui a payé des responsabilités? Est-ce qu'un maire, un préfet, un ministre, est-ce que quelqu'un a été judiciairement considéré comme responsable? Roy, C'est ça. vous diriez qu'il y a aussi un échec de la responsabilité collective, mais aussi une responsabilité personnelle dans la chaîne de réaction Mais et de décision. cette impunité au sein des élites, elle est sidérante. Vous voyez bien que j'en reviens à ce système d'aristocratisation où vous réussissez les concours, où en fait, on s'est rendu compte par les chiffres que c'était pas votre mérite, mais votre condition sociale qui est évaluée, en fait, dans ces concours, factuellement, parce que vous réussissez, si vous êtes bourgeois et vous réussissez. Il sera plombier Donc, son fils. Voilà. Et surtout, vous réussirez l'ENA parce que vous êtes fils de bourgeois. Alors, c'est sûr que vous serez le meilleur parmi les fils de bourgeois. Très bien. Sauf que, par contre, le terreau sur lequel on peut parler dans la sphère financière. Anne Lauvergeon, elle a coulé Areva. Elle a fait disparaître 4 milliards d'euros C'est d'argent invraisemblable public. cette histoire. Qui était le directeur des affaires publiques pendant l'affaire Héroïne entre 2007 et 2010? Édouard Philippe. Édouard Philippe, absolument. Donc c'était celui qui était chargé de couvrir. Avec le mythe l'affaire que Uramine. tous les médias n'arrêtaient pas de déclamer Atomic Anne. Voilà. Vous voyez, Et donc, c'était elle-même qui avait créé le... Est-ce que cette femme a été mise, après avoir coulé, ça a provoqué 3000 licenciements, est-ce que cette femme a été mise en examen ou quoi que ce soit? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis des malversations énormes. Elle a essayé de devenir ministre de l'Industrie, on ne sait jamais, hein, on tente, peut-être que ça marchera sur un malentendu. Elle a essayé de faire se renouveler son mandat. Alors, bon, il y a un moment, quand vous avez vraiment détruit une entreprise, c'est difficile de vous maintenir à la tête. Donc elle s'est quand même fait gentiment éjecter, mais elle a été nommée au conseil d'administration de Engie. Vous voyez, alors que cette femme devrait être en prison. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que cette femme, à 20 ans, a réussi le concours de l'école polytechnique, que 4 ans plus tard, elle est sortie de cette école polytechnique dans le corps des mines, qui est le corps le plus prestigieux de l'école polytechnique, c'est l'équivalent de l'inspection des finances pour l'ENA. Et à partir de là, elle a eu un droit de tirage illimité sur les ressources publiques. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Il n'y aurait jamais de conséquences parce qu'elle appartenait à cet espace social-là. Eh bien, évidemment, cette aristocratisation pour l'empêcher, quoi. Et évidemment, et il faut en fait des contre-pouvoirs. Faute de limite de pouvoir. Mais bien sûr, des contre-pouvoirs. Alors concrètement, Étienne, comment on peut faire Est-ce que pour je peux vous limiter? inviter un autre jour, parce que peut-être là c'est un peu tard, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir précisément aux articles au plus haut niveau du droit que nous écririons nous, qui précisément empêcheraient chacun de ces dysfonctionnements que j'observe magnifiquement décrits dans Crépuscule là, et puis dans vos exposés. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'entraîner et donner le spectacle de cet entraînement pour montrer que c'est notre boulot à nous, simples citoyens, de nous y coller, donner le spectacle de citoyens qui s'occupent d'écrire les règles du droit qui permettraient d'empêcher une Anne Lauvergeon de rester impunie. C'est pour ça que j'appelle la révolution, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment parce que, à système constant, ces personnes-là, et c'est le sens de la phrase que j'ai mise en exergue dans Crépuscule, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont en fait institutionnalisé cette corruption de façon à ne plus pouvoir être sanctionnés par les outils de la loi, parce qu'ils contrôlent la fabrique de la loi, et du coup éviter en fait toute mise en question par le droit de leurs conditions. Donc évidemment, est-ce qu'il faut une bascule? Est-ce que ça passe par des outils institutionnels durables, ou est-ce que ça passe par un moment où il faudra créer une forme, je suis désolé, je vais leur faire peur, mais j'ai envie de leur faire peur, une forme de tribunal révolutionnaire, alors qu'il n'y aura pas de guillotine à la fin, mais qui fera que ces personnes-là iront en prison. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que dans la volonté collective, le fait que ces personnes-là soient jugées et punis pour ce qu'ils ont fait à notre pays. 8 ans d'enquête sur l'affaire Uramine, non seulement une complètement personne normal, en détention préventive. En 8 ans d'enquête. Alors, puis ce qui est aussi étonnant, ça c'est une spécificité bien française, c'est que c'est les vases communicants. On peut à la fois être jugé parti, puis quand ça commence à sentir le roussi, on vous met du côté. Moi j'ai vécu dans des affaires de médias, certes, moins graves, quoique c'était quand même des affaires à 100 millions d'euros. Bien sûr, le numéro 23, avec le numéro vous avez 23, été héroïque sur cette affaire. Personne n'a relayé, mais en fait, j'ai eu souvent, je ne vais pas citer son nom, peu importe, on n'est pas là pour citer les noms, c'est pas une attaque ad hominem, mais une personne que j'ai vue très en amont dans le processus de création de toute cette saloperie, et que j'ai retrouvée au fil du temps, jusqu'en aval, au Conseil d'État, pour influer sur les décisions. Donc là aussi, cette porosité entre les différents corps d'État
le privé, le public ou le parapublic, parce que il y aurait beaucoup à dire, ça serait l'objet d'une émission. Et c'est exactement ça. C'est- Édouard on peut- Philippe, voilà, c'est on du peut pas public, se contrôler du Conseil soi-même, d'État au parapublic, Uramine comme directeur du lobbying, en passant par le privé des cabinets d'avocats, où il fait quoi en fait? Il met en valeur la ressource que nous lui avons donnée, c'est-à-dire la capacité de contrôler ces entreprises-là, via son accès au Conseil d'État, qui est la juridiction suprême dans l'ordre administratif, et il va monnayer ça auprès de cabinets d'avocats privés pour leur expliquer comment gagner contre l'État. Alors que ce type, on l'a formé là, et cette personne est devenue Premier ministre. Moi, j'ai connu des gens du temps de Madame Taubira, son conseiller spécial, qui était à la fois conseiller spécial de la ministre, garde des Sceaux, c'est-à-dire le premier conseiller, et qui était aussi avocat au Conseil d'État, et tantôt il plaidait contre l'État, tantôt pour l'État. Donc c'est quand même extraordinaire de voir des choses comme ça. C'est absolument invraisemblable. Scandaleux. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'est pas un texte supérieur qui va nous sauver, c'est le fait que nous nous en occupions. C'est-à-dire qu'il faudrait donner l'exemple de notre discussion constituante pour que les autres fassent de même. Si tu veux, il me semble que c'est pas une bonne constitution qui va nous protéger contre ces malversations, c'est des citoyens constituants. C'est-à-dire c'est une multiplication de gilets jaunes. Et nous deviendrions tous gilets jaunes, mais gilets jaunes constituants, c'est-à-dire tous des soldats capables de défendre la Constitution. Est-ce que ça, c'est pas ça, Oui, ça bien vous sûr, intéresse et ça accroîtra, de prendre et ça accroîtra la pression sociale sur les juges, sur les procureurs, sur les juges d'instruction, etc. Exactement, voilà. Très bien, mais à côté, moi, c'est pour ça que j'en rappelle, il y a le travail de long terme, mais je pense que là, face à de tels scandales et face à un tel degré de corruption, moi, je pense qu'il faut aussi passer à l'action, vraiment en parallèle. Et ça, par contre, c'est super, c'est la façon dont ce mouvement a réussi à mettre en lumière aux yeux de personnes qui pensaient que c'était complètement irréel ou qui s'en doutaient mais qui n'avaient pas les preuves, à quel point il n'y avait pas de séparation de pouvoir dans certains cas. Oui, bien sûr. Dans une majorité confusion des des cas, pouvoirs est partout, bien sûr. à quel point la politique était vérolée, jusqu'à où, comment, pourquoi. Et surtout comment. C'est-à-dire que sortir des discours complotistes qui Quel faisaient est le que parce processus qu'on n'avait pas accès à l'information, Mais on ne c'est comprenait pas et du coup on C'est commençait ça. à dire c'est La les juifs, différence c'est les entre un formations, c'est révolutionnaire- pour comprendre factuellement. La différence maintenant, c'est que entre celui qui n'a pas les preuves, c'est un complotiste, et celui qui a les preuves, c'est un factieux séditieux. Voilà. Mais C'est-à-dire j'adore que là, être on nous a factieux séditieux dans ce transformés, cas-là. Mais oui, très bien. on nous a transformés en personnes qui veulent apparemment tout détruire, alors qu'on ne veut pas tout détruire. On veut sauver. On veut faire en sorte que la destruction Exactement. s'arrête Ouais. et que le bien collectif, l'humain, redevienne central dans les décisions et pas la finance. Ça paraît juste normal et légitime, en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut Bien pas, sûr. je peux pas comprendre quelqu'un qui a un discours en face de moi qui me dit, on peut pas faire autrement. Les idées. Comme et pas par l'intérêt. exemple les pesticides auxquels, quand on pose des questions, on a les réponses. Mais le problème, c'est que si on les arrête, ça va casser toute une chaîne économique. Ça tue des gens. Donc soit on met des investissements pour rapidement arrêter ça, soit on laisse faire et dans ces cas-là, on est co-responsable de la mort de centaines de personnes. Ou de l'empoisonnement d'ailleurs. Est-ce que vous voulez bien essayer, pendant 5 ou 10 minutes, de jouer ce jeu que j'ai préparé pour vous et qui peut prendre comme point de départ ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais qu'on avait des faux choix, c'est-à-dire qu'on élit des gens qui vont tout décider à notre place, mais parmi des gens qu'on n'a pas choisis et qui sont des faux choix, on n'a pas le vote blanc, etc. J'avais préparé un article, enfin un brouillon d'article que je voudrais soumettre à votre esprit critique pour montrer comment par quoi on pourrait remplacer ce faux suffrage universel. Je peux vous montrer l'article que j'ai écrit et pour voir, puis vous me dites si c'est un peu plus long qu'un article de 2000. Ça va pas être long, vous allez voir. Puis après, on va manger une paella. Parce que Ça ma marche. maman veut nous faire manger La une paella. paella chez Maman Branco. Super. Et vous allez voir, ça va pas être long. Je lis l'article, hein. Je l'ai publié sur le blog avant pour que ceux qui nous écoutent puissent faire le même exercice. Et c'est quel blog? Donne C'est- pour c'est ceux le qui blog connaissent du pas ton Plan C. blog. Ouais, le blog du Plan C, c'est pour une constitution d'origine citoyenne. d'accord. On fait un choix sur Google et on tombe dessus. L'idée, c'est de mélanger de l'élection sans candidat, donc libre, et du tirage au sort parmi les gens qui ont été ainsi désignés. Donc le titre s'appellerait « Désignation des représentants qu'on pourrait appeler mandataires du peuple ». Article numéro, on s'en fout, article X. Chaque citoyen désigne tous les ans
alors le jour qu'on pourrait appeler la fête des valeureux, le 21 mars par exemple, jour férié, chômé et payé, chaque citoyen donc désigne entre 0 et 10, peut-être 5 personnes, ça pourrait se discuter, qu'il connaît bien et qu'il juge particulièrement aptes, donc valeureux, pour servir le bien commun pendant un temps limité, sans que ces personnes aient été candidates. C'est-à-dire que nous connaissons tous autour de nous des gens que nous considérons comme des gens bien qui, si elles acceptaient, ce serait vraiment bien, elles pourraient bien servir le bien commun. C'est des gens qu'on connaît, avec qui on vit, et que nous pourrions, parce que les institutions le permettent, parce que nous avons voulu les institutions qui le permettent, que nous pourrions désigner. On appellerait le corps des valeureux, est ainsi composé de la première moitié, et ça peut se discuter, de toutes les personnes les plus désignées librement. Alors, donc c'est celles qui ont été le plus élues. Mais on pourrait imaginer qu'on prend celles qui sont au milieu, et puis, bon, celles qui sont le moins élues, le 5e, on les prend pas, et puis le 5e, les plus élus, on peut imaginer qu'il y a un effet médiatique ou un effet politicien peut-être, et ils ont été trop élus, un peu comme dans les compétitions de kata, en compétition en arts martiaux, quand on fait 20 manches, ou quand on fait 10 manches, la manche la plus mauvaise, on la retire parce qu'on la considère que c'est un accident. Quand je dis à mes élèves, la plus mauvaise de vos notes, on va pas les compter parce que c'est un accident. Ils sont super contents. Mais dans les katas, on compte aussi la meilleure note comme un accident aussi. Et alors là, ils râlent quand je leur dis, mais votre meilleure note, on va la retirer aussi parce qu'elle aussi, c'est un accident. Et on garde les notes du milieu. Mais là, on pourrait faire pareil avec le corps des valeureux, par exemple, de garder ceux qui ont été au milieu de la quantité de votes. Donc ça, peu importe la modalité. Ensuite, c'est dans ce corps des valeureux que seront tirés au sort les différents acteurs politiques désignés pour servir le bien commun pendant une période d'une semaine à 1 an. Si vous voulez, avec cette procédure qui marie, qui mélange, qui associe à la fois de l'élection, mais l'élection libre, d'élection qui n'est pas polluée par les partis politiques, et le tirage au sort, on a moins peur du tirage au sort parce que c'est pas exactement n'importe qui, quoi. C'est des gens qui ont quand même été désignés et massivement. Les tirés au sort ne peuvent refuser la charge, comme avec dans les jurés d'assises, les tirés au sort ne peuvent pas refuser la charge. Ils peuvent le faire qu'en cas de force majeure, mais ça peut se discuter ça, parce que peut-être ça va rendre le système désagréable et les gens vont pas le vouloir parce qu'ils veulent pouvoir refuser. Et puis les tirages au sort sont indemnisés. Ça, il y a plein de discussions qui, à mon avis, peuvent être lancées là-dessus. Moi, j'imagine qu'il faut un statut qui permette aux pauvres d'être élus de cette manière, et si on les rémunère pas, il y a que les riches qui vont avoir les moyens d'assumer ça. Donc c'est l'idée d'un statut de l'élu, et donc là j'ai dit un chiffre, mais qui est évidemment à discuter, c'est un brouillon. Les tirés au sort sont indemnisés du double de leur revenu habituel. Alors, il faut creuser parce que probablement ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent n'ont pas besoin d'avoir ce doublement. Comme le sont aussi leurs employeurs, il faut aussi indemniser les employeurs pour qu'ils puissent, sans s'appauvrir, garder leur place dans l'entreprise. Alors, tout ça n'est pas du tout écrit dans le langage institutionnel habituel, c'est fait exprès, parce que dans mon esprit, une constitution, c'est pas du tout un texte juridique, c'est un texte politique, c'est un texte que nous allons tous signer. C'est un texte fondamental. Fondamental, mais que nous allons signer, donc que nous allons comprendre, auquel nous allons participer à l'écriture, et qu'il faut qu'on puisse comprendre pour le signer. Après, le reste, c'est de l'applicatif. Donc, c'est volontairement que le langage et on peut peut-être encore le simplifier plus. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça m'intéresse d'avoir vos réactions. Est-ce que je rêve complètement ? Au début, ça m'avait l'air plus compliqué que mon concours de Sciences Po, mais là, en fait, ça va. J'ai fini par comprendre grâce à... moi, j'aurais juste ça me semble très intéressant. Je pense qu'il y a juste peut-être un problème potentiel. Il faut intégrer les leçons que nous a offert la sociologie, et donc la possibilité que dans le choix des personnes qui nous sembleront les plus valeureux, on va introduire un biais qui va être celui de mettre en avant ceux qui ont déjà les positions sociales les plus élevées dans la société. C'est-à-dire que notre considération de ce qu'est la valeur va être influencée par ce que la société nous dit qui est être valeureux, et celui qui est valeureux, c'est celui qui a réussi. Alors que potentiellement, la personne qui a décidé de se déraciner, d'être à la rue, va avoir plus de valeur que quelqu'un d'autre. Et donc ce travail, il faudrait trouver une façon en fait d'intégrer ces éléments, selon moi. On pourrait pas avoir le corps des citoyens qui serait fait par deux parties. Une partie qui serait choisie et une autre qui serait vraiment tirée au sort. Oui, bien sûr. Non, ça peut être. Oui. Puis après, ça dépend aussi si tu prends la notion de bien commun, parce que quelqu'un qui a réussi dans la vie. En général, c'est une connerie, mais quelqu'un qui a réussi dans la vie, ça lui donne pas forcément valeur d'être. C'est pour ça. Mais c'est-à-dire que les gens ont un réflexe, en fait. Enfin, on est habitué à projeter, en fait, ce genre de. La sociologie nous surdétermine, et c'est-à-dire que justement,
on va identifier les valeurs bourgeoises comme les valeurs bonnes, par exemple, Mm. parce qu'elles sont dominantes. Ouais, mais après, ça C'est dépend, vrai que c'est un parce que biais, ça. moi, qui viens d'un milieu rural, des gens qui sont altruistes, c'est pas forcément, c'est souvent des gens qui sont banals, en fait, qui, Ah oui, mais on est d'accord là-dessus. Mais Et je veux tu dire les- que la et tu les capacité à désignerais conscientiser, comme oui, bien sûr. Valeureux. bah, Est-ce je, que, à ton avis, moi, les je gens connais dans les des milieux personnes ruraux vont- qui seraient capables de dormir dans la rue si ça pouvait sauver quelqu'un. Et donc ces gens-là, ils Euh, seraient désignés comme valeureux, je- à partir du moment où on à est ton avis, capable ou pas? de, je pense que à partir du moment où on est capable de tout donner à quelqu'un, quand Quelqu'un comment qui je est pourrais dans dire la, ça? qui est dans la Moi, je connais des difficulté. personnes qui seraient capables de donner tout et dormir dehors, sinon seraient incapables de dormir. Ils pourraient pas dormir en sachant que, par exemple, je dis une bêtise, en habitant à Dinan, elle passerait devant une rue où elle voit un SDF. Et ben, tant qu'elle lui aurait pas trouvé un moyen de quitter la rue, elle la ferait venir dormir chez lui, ou elle lui trouverait des médicaments s'il est blessé, etc. Et, Et ces gens-là, je pense qu'il n'y a pas plus valeureux que ça. et donc ils seraient parfaits pour s'occuper du bien commun pendant une semaine, un Bah oui, mois, parce un qu'il y aurait an. pas, il y aurait pas, il Oui, y aurait pas la recherche de l'intérêt personnel. oui, absolument. Mais l'objection de Juan, c'est que nous ne serions peut-être pas amenés à les désigner, eux, à désigner ces gens-là. On serait amenés à désigner peut-être ceux qu'on voit le plus à la télé, ceux qu'on voit, Regarde la ceux haine que tu ceux qui ont bien suscites réussi. au sein des classes sociales bourgeoises, Maxime. C'est une pure haine de classe. Oui, c'est vrai. C'est Et fou, donc on va pas du tout c'est ça qui est voir. marrant, c'est que moi j'ai pas d'haine contre la réussite. Ouais, Au Tu le contraire, renvoies pas, la haine est le propre la de la réussite bourgeoisie, personnelle, c'est génial. évidemment. Quelqu'un qui réussit à s'en sortir en partant de rien, C'est et François Bégodeau qui dit ça. c'est génial. Ou à maintenir un niveau de vie agréable parce qu'on a des compétences, c'est super. Non, peut-être qu'aussi ce qu'il faudrait Mais mettre en exergue, c'est le fait que la bourgeoisie, je ne vais pas me lancer dans Tolstoï, mais c'est un état d'esprit. Et que ça n'a rien à voir avec l'épaisseur du portefeuille. Moi, je connais des gens qui sont plutôt très aisés et qui sont pas du tout bourgeois dans leur façon de vivre et dans leur façon de penser et dans leur C'est façon un de rapport partager, à la etc. liberté, la bourgeoisie. Et, Enfin, il y a un et je non-rapport à la connais, liberté. oui, et puis je connais des personnes Tu aussi veux dire la qui liberté, sont pas là. très riches, qui sont d'une bourgeoisie absolument redoutable et insupportable. Et puis ça devient vieux. Vous connaissez la suite. Pour moi, le bourgeois, c'est celui qui n'a pas de rapport à la liberté, veut tout dire simplement. quoi, ça Et sauf que, du coup, et bourgeois, très C'est assez souvent, juste, ça, oui. Pas le rapport à la le propriétaire. qui est Parce que- aliéné, qui voilà. est autre. Et la propriété aliène. Bah, qui Voilà. du Parce coup que la devient propriété individualiste. réduit ta capacité à prendre le risque, parce que tu as la peur de perdre s'insère en toi. Et donc, évidemment que c'est pas nécessairement lié, mais c'est sûr qu'en fait, ne pas être dans un rapport de propriété va faciliter la possibilité d'être libre et d'être dans un rapport à la liberté plus Alors ça important. ne veut pas dire qu'on peut pas C'est acheter pas son systématique. Non, mais Je- qu'on ne peut pas acheter son appartement, qu'on peut pas. Mais c'est vrai que ça Ah, va. c'est dans une façon, c'est dans une Mais façon c'est une de voir le façon monde. de peut-être aussi. Mais c'est ça façonne la façon de voir le monde, Et la condition voilà. sociale quand même. Non, mais ça peut-être la que détermine le pas. mais simple ça la fait façonne. que C'est de- pas illégitime, quelqu'un qui Non, mais qui ce qu'on veut- préfère la propriété, le confort Non, au à contraire. la liberté. Enfin, Oui. c'est Non, pas, c'est c'est pas juste- Non, mais le illégitime. simple fait d'en c'est des choix. parler, le simple fait d'en parler et d'y réfléchir, et de réfléchir soi-même à son rapport à l'argent, à son rapport à sa position sociale, qu'est-ce qu'on va léguer, est-ce qu'on est là pour léguer quelque chose, est-ce que la terre nous appartient ou est-ce que c'est on appartient à la terre. Ces questions-là qui semblaient un peu désuètes dans tout ce mouvement, moi j'ai comme vous tous, j'ai rencontré beaucoup de gens, et vous qui êtes issus de la campagne, c'est forcément des questions qu'on se pose quand on se lève le matin, quoi. Bah, moi, j'ai vécu 15 ans à côté d'une ferme. Quand j'étais jeune, j'allais chercher le lait dans la bouteille en verre, hein, en verre, hein, la En petite verre bouteille en verre avec le truc hermétique en plastique orange. Là, et j'avais des grands-pères, enfin un couple de grands-pères et de grand-mères à côté de chez moi qui nous donnaient des œufs. Par la suite, j'ai même eu des poules. Enfin bref, moi je viens d'un milieu où l'échange. Et pourtant il y a des propriétaires terriens. Les agriculteurs en général, à l'époque, étaient propriétaires terriens, avant que les terrains soient vendus et que ce soit des ouvriers agricoles qui travaillent pour des boîtes. Mais L'échange était condition de survie. Oui. c'était même pas une question de ça. C'était Un art de vivre. un art de vivre. Mm. Moi, j'allais j'étais accueilli chez le voisin. Moi, je me faisais engueuler quand j'écrasais les tomates, mais à chaque fois, je repartais avec un truc, des tomates, des œufs. C'était quelque chose qui était, c'est pas une forme de troc. C'était, je te file ça, et puis le jour où je te demande, tiens, t'as pas une débroussailleuse, je te passe la débroussailleuse. Enfin, c'était Ouais, vraiment, c'est pas tellement du troc, c'est de l'entraide. hein. c'était plus de l'entraide. C'est Ouais. du don. C'était quelque chose de Une normal. vraie vie en fait. société. Une vraie vie en Marcel société, Mauss ouais. avec le Bien don sûr, contre c'est quelque chose de don. Enfin, normal. c'est ce rapport en fait de naturel où en fait on va pas vivre
dans l'exfiltration de la société, dans la réussite individuelle, ce qu'incarne Macron en fait. Et je pense que la violence qui est rejetée contre Macron est liée à cette sorte de tentative de sublimation de l'idée du modèle individualiste où on peut en fait réussir par soi-même en s'arrachant à toute dépendance à l'autre. Non, la dépendance en fait a une valeur très forte parce qu'elle permet justement rien. en prenant faussement l'ouverture. Oui. Parce que alors ça c'est un truc exceptionnel, c'est que c'est l'individualisme, le capitalisme et le libéralisme en disant faut rester ouvert. Non, mais ça débattre. ferme. Mais non, alors faut que ça discuter. ferme. Alors que ça Nécessairement, ferme. ça ferme. Ouais, Ça, bien ça- sûr. se concentrer sur Oui, soi. mais c'est pour ça que le discours Ouais, il bien est sûr. complètement faux. Quand Emmanuel Macron commence à Et dire creux. il nous faut une Europe forte, une Europe ouverte. Non, en fait, c'est pas Ouais, une Europe ouais. ouverte qu'il veut, c'est une Europe qui rapporte du fric avec des sociétés qui peuvent aller à droite à gauche quand c'est Moi, je plus, crois qu'il ne sait même pas si efficace, c'est une là. Europe qui rapporte du fric. C'est peut-être le dernier mensonge, c'est un peu aujourd'hui le dernier mensonge des politiques, c'est l'Europe. Parce que quelle Europe? C'est un bouclier. Mais on sait pas trop anti-reproche Ce que revêt ce mot aujourd'hui. En fait, l'Europe. peut-être qu'au début, ça aurait pu être bien l'Europe s'il Ouais. avait été réfléchi correctement. On est tous européens autour de Oui, cette table. oui, et Voilà. moi, peut-être Voilà. encore plus parce que je suis né en Espagne d'un père portugais qui ont fui, d'une mère espagnole, qui ont fui les dictatures. Mais justement, c'est les vrais Européens. Oui. C'est les personnes qui sont venues en France parce que la France incarnait encore un cette modèle idée de Moi, c'est liberté pareil. et un modèle Famille italienne, universel, justement, modèle qui universel. permettait accueillant, justement de se fuir de ses propres déterminismes. Mais sur l'Europe, il y a cette phrase de Godard qui est géniale, qui dit on a commencé l'Europe avec le charbon et l'acier. 50 ans plus tard, on n'a ni charbon ni acier. Heureusement qu'ils sont pas occupés de culture, quoi. Ouais, En fait, ça. c'est cette idée vraiment que, bon, évidemment, c'est des raccourcis, c'est l'art de, mais de la formule. Mais il y a quelque chose quand même de très vrai, c'est-à-dire qu'on a épuisé ces deux fondements ce qui était censé être les fondements, parce que en fait, on était dans un rapport de prédation immédiatement, et de consumérisme et d'individualisme, etc., plutôt que de construire sur des vrais rapports de solidarité ce continent et sur des rapports de culture et d'identité au sens noble du terme, pas au sens. Et d'ailleurs, ça pour le dire, dans ce mouvement, et encore une chose qui est reprochée à ce mouvement, c'est qu'il y a des questions, des revendications, il y a soi-disant pas de solution. Ah, c'est incroyable. Alors que c'est qu'il y en a pareil, plein. c'est complètement Elles sont faux. Sur révolutionnaires, en l'écologie, plus. il y en a des dizaines. Mais oui. Sur la santé, il y en a des Sur dizaines. les institutions. Sur la les souveraineté institutions, populaire, il y en a des dizaines. Donc historique, les hein. solutions existent, les gens les donnent. Ça fait l'objet d'ateliers constituants où justement les gens Ouais. parlent pas que de constitution, mais parlent aussi de tiens Oui, d'ateliers législatifs, ouais. comment on peut faire en sorte d'éviter de foutre du polluant dans les sols et de cultiver plus intelligemment sans gaspillage. Et c'est aussi des choses qui viennent parce qu'il y a aussi des personnes qui sont proches de l'écologie et qui, à juste titre, disent il y a un moment donné, c'est pas la politique qui dira stop, c'est pas les gens qui diront stop, c'est la nature qui dira stop. Ah ouais, bien sûr. Donc, à un moment donné, je pense que c'est quelque chose qui est juste normal et vital et qu'il y a une façon. On peut pas. En fait, quand on impose un choix à quelqu'un, il y a toujours cette volonté de comment dire, de ne pas obéir ou alors Ah oui. d'essayer de dévier. Eh oui. Alors que si c'est un peu comme l'information. On m'a reproché des fois de ne pas être complet dans les sujets que je pouvais donner sur des lives, mais je préfère ne pas dire quelque chose complètement et que ça aiguise la curiosité, ce qui amènera la personne à se renseigner elle-même et à aller jusqu'au bout, plutôt que d'aller dans un sujet à fond. Et ben, ce qui se passe Ouais. dans ce mouvement, c'est que les gens ont déjà été à fond depuis des années. Il y a des solutions qui sont là. Eh oui. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. La permaculture, ça l'émergence existe, de ça personnes fonctionne. comme vous, Eh oui. qui justement en fait apparaissent tout d'un coup dans l'espace institutionnel qui vous Parce avez que ça sert, complètement ignoré, ça sert à quelque alors que chose. vous cultiviez depuis Mm. plus de 15 ans un terreau qui tout d'un coup en fait trouve très rapidement prise et une essence. Est-ce qu'on peut aller manger une paella Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, les amis. On va quand même un petit peu s'arrêter là, parce que. Tu veux bien réfléchir dans ta tête. Ça y est, là, s'il repart dans les Juste- non, mais ateliers, là plus tard, demain pour on y est après. encore. Non, non, c'est mais avec y Étienne. réfléchir pour qu'on en reparle une prochaine fois. Comment on pourrait faire pour éviter ce On en parlera hors antenne. On en reparle après, quoi. Allez, on en parle Et- après, promis. Ouais, c'est- Non, en tout cas, En tout cas, j'espère. merci à vous, c'est super. Voilà. vous avez fait J'espère, ici. les amis, Je suis heureux. on vous aura donné l'impression, fait la démonstration, Ça devrait être bien. fait la démonstration que on peut discuter calmement avec des gens de toutes origines, de toutes conditions, que quand ça commence, je pense, par le respect, on ne veut pas donner des leçons, hein, mais c'est peut-être, j'espère que des journalistes et des éditorialistes sur les plateaux de télé baisseront d'un ton, voire de deux, et puis essaieront d'aller vers l'autre. Et des hommes politiques qui veulent des hommes enfermer leurs politiques. opposants politiques au lieu de les Voilà. laisser débattre comme ici. On n'est pas d'accord sur tout, on discute, on se respecte. Mais On c'est échange, très important voilà. de dire. On n'est pas d'accord sur tout. Voilà. Ça n'empêche pas de C'est parler. pas grave, hein. Non, c'est pas grave. Mais au moins, on peut discuter. Peut-être il y a un merci qu'on oublie. Je voudrais remercier Dominique
qui est dans les coulisses et qui m'aide énormément à préparer tout ça. Absolument. Et qui est citoyen Merci, constituant Dominique. et qui fait des ateliers avec les gens. Quand il fait la queue à la boulangerie, la dame qui est à côté de lui, elle ne sait pas encore que dans 3 minutes, elle sera en train de devenir constituante parce qu'il va faire un atelier sur le vote blanc. Donc il est tout le temps en train de constituer. Et puis il y a Emmanuel qui était venu pour parler de ce sujet-là, qui est un citoyen constituant très, très actif, mais qui reviendra à l'émission suivante. Et je les remercie de s'être temporairement mis à l'écart pour qu'on puisse profiter de vous. Très bien. En tout cas, merci. Bonne soirée. Moi, je vais juste vous faire un merci C'était aussi. super. C'était très agréable, vraiment. Merci Super, Maxime. C'est toujours un plaisir avec Merci Étienne, toujours beaucoup, un plaisir Didier. avec Je toi. suis heureux de vous avoir parce que moi, je vous ai beaucoup défendu sur les réseaux sociaux parce que je trouvais que vous étiez injustement attaqué. Moi, c'est la première fois qu'on se voit C'est vrai. physiquement. On s'est parlé un petit peu la semaine dernière. Et donc les gens s'en sont pris à moi en disant tu vas pas défendre un tel débile, etc. Je dis écoute, je suis allé voir C'est incroyable. je suis allé voir ses lives. J'ai pas l'impression qu'il faisait du prêchi-prêcha. Il me semblait. C'est parce que j'ai pas débile. réussi à calculer 200 milliards divisé par 365, donc je suis pas très... Alors ça tournait pas mal, etc. Bon voilà. Donc merci. J'espère que les gens qui nous regardent, ils sont très 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 nombreux ce soir. Merci à toi, Didier. Ont C'est une épatant. vision un peu différente, j'allais dire réaliste de ce que vous êtes profondément, un homme multidimensionnel, parce que l'homme n'est pas unidimensionnel. Merci à Juan Branco. Un petit mot sur Julian Assange peut-être. Ah oui. Dans une Vendredi, situation on va- extrêmement compliquée et qui est en dépendance de jeux de pouvoir extrêmement violents au sein de la République d'Équateur, entre Lénine Moreno, qui était le successeur de Rafael Correa, et le parti de ce dernier, où en gros on essaie d'utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir des gains commerciaux de la part des États-Unis. Il faut savoir que l'Équateur est un tout petit pays qui, pendant 6 ans, a résisté à des pressions extraordinaires, enfin pas 6 ans, en plus, maintenant 8 ans, a résisté à des pressions extraordinaires de la première puissance mondiale, a réussi à accueillir cette personne dans son ambassade à Londres sans jamais le lâcher. Eh bien aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en point de rupture. Et c'est pour ça aussi que j'aspire à la révolution, parce que je sais très bien que la France est la mieux placée pour accueillir cette personne. Eh ben oui. Il faut quand même rappeler qu'il y a un de ses enfants qui habite ici, qui a été conçu en France, que Wikileaks a été créé en France, qui nous a rendu d'incroyables services, en révélant notamment l'espionnage industriel comme la NSA contre la France et contre nos présidents de la République, et qu'il n'y a aucune raison, si ce n'est la vassalisation de nos élites rapport à vis-à-vis l'Empire. de l'Empire américain. Et je le dis au sens très scientifique du terme. Il faudrait toute une émission pour parler. C'est pas du tout une façon de diaboliser les États-Unis, qui a culturellement un grand pays et qui apporte beaucoup, mais qui s'est mis dans une position de domination au sein de cet espace mondial, qui fait qu'on n'est pas plus capable aujourd'hui, de façon autonome, de prendre des décisions comme l'accueil de cette personne qui s'est battue pour nos libertés et pour dire la vérité T'es un héros. en fait. notre pays. Et donc, Et puis peut-être préciser justement que ce mot qui fait si peur, révolution, c'est simplement tourner sur soi-même, hein, regarder un petit peu, revenir à nos origines. voilà, pour revenir à nos origines, essayer d'embrasser quelque chose de plus large Étymologiquement, c'est ça, oui. à partir d'un axe. Et cet axe, il doit être profond dans le sol. Et il doit pas être branlant parce que sinon on tourne en oblique. Et ça fait après des choses un petit peu bizarres. Ça donne cette démocratie représentative qui tourne autour d'un axe désaxé et aplati au pôle. Donc, pour conclure, Étienne. Et demain à 6h30, à 18h30, au métro Birakem, il y a un rassemblement. On ne sait pas combien on va être, mais pour manifester notre Par soutien un prompt renfort. à Julian. Et vraiment, je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait, quoi. C'est un héros mondial. Nos gouvernements sont pas capables de le faire parce que bon voilà, nos gouvernements sont littéralement des traîtres. Donc ils sont dans leur rôle de traître à pas accueillir Assange. Mais nous on devrait. On pensait l'autre jour, tu te souviens, on disait si on allait tous à Londres avec un même habit, peut-être en gilet jaune, grimés tous de la même manière, avec le même masque, tous le même masque, et on serait des centaines de milliers à entourer l'ambassade et on le ferait sortir et on lui donnerait le même habit, le même masque. Enfin, il faudrait qu'on arrive à le faire évader. Je sais pas comment on pourrait faire. Il faut qu'on réfléchisse à ça, mais On vous dit que On cet fait homme pas- est dangereux. on vous fait- dit quand On on fait vous des dit- projets d'évasion maintenant. on fait pas ouais. assez pour Assange parce qu'il est vraiment en prison. Il est traité, c'est pire que dans les quartiers haute sécurité. Dans les quartiers haute sécurité, donc les pires gredins de la terre, on les les fait marcher, on leur permet de voir le soleil. Ils reçoivent des visites. Enfin là, il est en tôle. Alors que c'est un héros. Vraiment, nos gouvernants sont des salauds de faire ça. Bon, allez, on Et va les couper journalistes parce que là, aussi. ça y est, on va le repartir sur la. Moi, j'aurais juste un petit mot à passer. Je voudrais Je encore t'en une fois prie, remercier je t'en toutes les personnes
dans toute la France qui participent à tout ça, qui Ouais. font des ateliers constituants, qui sont sur des ronds-points, qui distribuent des tracts, qui font tout ce Un qu'ils grand peuvent cerveau collectif. pour que ça change. Un grand merci à tout ça. Ça passe par tous les modérateurs de groupe, etc., etc. Et un bon anniversaire à Sèvres, qui est une de mes modératrices et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Eh bien, bon anniversaire. Bonjour à mes Merci à étudiants tous. aussi qui regardent. Bonne soirée, les amis. Partagez, partagez, Merci, Juan. partagez. Merci Maxime. Merci. Et puis, on se retrouvera jeudi prochain. Frais, dispo, en pleine forme. On a tellement d'invités que tous ne peuvent parler, mais il y avait quand même une actualité un peu particulière, un peu, voilà, on n'hésite pas à bousculer un petit peu ce qu'on avait prévu. De toute façon, c'est un processus long, c'est un processus lent qui irradie et qui est vivant. Voilà. Donc la vie c'est complexe, la vie c'est mouvant et la vie c'est aussi émouvant. Voilà. Salut à tous Merci et à Didier. bientôt. Bonne Ciao, soirée. ciao. Salut.